cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet en conseil et stratégie opérationnelle WIV. Cela faisait 8 ans que nous ne vous avions pas vu au mardi de l'ESSEC, Monsieur Juppé. Et les années, c'est connu, apportent au vin de la qualité, mais aussi de la valeur. Qu'apporte-t-elle aux hommes alors, à votre avis? À vous, en tout cas, c'est le repentir qu'on semble offrir avec le temps. Pourtant, un auteur que vous ne pouvez qu'aimer vous aurait mis en garde. Comme vous, maire de Bordeaux, comme vous, érudit, comme vous, passionné de cette langue française que vous maniez si aisément, Montaigne écrivit en effet qu'il haïssait, je cite, « cet accidentel repentir que l'âge apporte ». Mais ce jugement est peut-être hâtif. Rappelons donc d'abord votre parcours. Votre vie, Monsieur Juppé, n'est pas un cours d'eau comme les autres. Jaillissant d'une source landaise, votre rivière dévale les pentes de la colline Sainte-Geneviève. De votre Cagne à Louis le Grand, jusqu'à Ulm et Sciences Po, vous êtes le premier partout. Tout juste énarque, vous alimentez en discours l'affluent Chirac, avec lequel vous fondez le RPR. Pendant une dizaine d'années, les finances de Paris et de nombreux ministères vous ouvrent leurs portes. Premier ministre de 95 à 98, vous faites de la bataille pour l'emploi une priorité. Mais à la suite de quelques méandres politiques, les finances de Paris remontent à la surface. Et loin d'être fictive, votre condamnation réduit le débit ambitieux de votre carrière. Après une traversée du désert québécois entre 2005 et 2006, c'est finalement un bassin qui vous recueille. Ce bassin d'Arcachon où vous vous retrouvez, si ce n'est dans le triomphe, au moins dans l'absolution. Mais il semblerait que ce bassin n'ait pas eu la profondeur de vos aspirations. Vous soutenez donc en 2007 Nicolas Sarkozy et devenez ministre de l'écologie. Ainsi, après avoir bu la tasse, Monsieur Juppé, vous espérez sans doute que l'eau se change en vin, qu'un miracle de Cana transforme votre eau polluée en un nectar élyséen. Bénéficiant de la subtilité d'un Margot, vous cherchez désormais la puissance d'un Pauillac. Mais décrypter le grand cru que vous incarnez est un défi que même Bacchus relèverait difficilement. Assurément, vous appartenez à la famille des Bordeaux, d'autant plus que le champagne ne vous sied pas particulièrement. Rappelez-vous en effet ce millésime désastreux, la cuvée Dom Matignon 95, gâchée par des giboulées de grève à répétition et des tailles budgétaires que la bouillie bordelaise n'a pas su protéger. La réforme des retraites a effectivement teinté d'une amertume sociale ce vin qui n'a pu que vous sembler long en bouche. Mais Monsieur Juppé, vous avez su être raisonnable, vous l'avez laissé décanter quelques années. Car la tempérance est une de vos qualités, à laquelle s'ajoute une loyauté qui ferait pleurer Machiavel. En bon gaulliste, la question de la légitimité vous obsède. Pour cette raison, vous n'écouterez que les urnes et jamais vous ne penseriez à forcer le destin. N'en avez-vous pourtant pas assez d'entendre depuis 30 ans? Et si c'était lui? Et pour cela, on ne sait plus s'il faut vous associer à la fadeur d'un rouge coupé à l'eau tiède ou bien à la régularité impériale d'un château d'Yquem. Car oui, Monsieur Juppé, vous êtes ce que l'on appelle un faux calme. Derrière votre flegme britannique, vous pétillez de l'intérieur. Le surdoué impatient que vous êtes finirait presque les phrases de ses interlocuteurs, ce qui contraste avec votre image de sage. Car oui, cette sagesse, c'est votre nouvelle marque déposée. À défaut d'être fort en bouche, vous misez donc sur une ressource rare en politique, le consensus. Désormais, votre image est parfaitement calibrée à vos ambitions. En effet, quoique libérale, votre position mesurée sur le mariage pour tous et l'immigration a aussi de quoi bien séduire le centre-gauche. Monsieur Juppé, Grand Cru élyséen 2017 ? Il reste cependant à savoir si vous ne risquez pas de vous éventer entre-temps et si le marathon dans lequel vous vous engagez ne sera pas couru en vain. Nous vous remercions et vous souhaitons un excellent débat. Bonsoir Monsieur Juppé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous disposez en premier lieu d'un droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite. Donc, vous pouvez l'exercer tout de suite. Je suis juste impressionné par la culture vitivinicole de vos camarades. Le vignoble de Bordeaux n'a aucun secret pour eux.
Alors nous vous proposons de commencer par aborder d'abord quelques sujets d'actualité pour entrer un peu plus en profondeur par la suite dans des sujets, notamment sur le rôle du président ou votre vision de la droite. Mais commençons d'abord par l'actualité. Et les derniers chiffres des sondages qui sont parus hier nous montrent un petit peu une situation inédite dans laquelle se trouve le président de la République, avec une remontée à 40% d'opinion positive, après une stagnation à des niveaux quand même historiquement bas, il faut le souligner. Est-ce que, selon vous, Monsieur Juppé, on peut parler d'un déclic que l'on dirait fortuit, finalement, dans le mandat du président de la République ? Ce que nous enseigne cette situation, c'est que la vie politique est mouvante, puisque la situation politique aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était il y a 3 semaines. Je pourrais en tirer la conclusion que la situation d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle qui se révélera dans 3 semaines à venir. Je crois que tout le monde l'a constaté, l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, pour l'essentiel, ont bien fait leur travail. Face à cette tragédie qui nous a profondément secoués, qui a ébranlé en profondeur le pays et au-delà même de nos frontières, ils ont eu la réaction qui convenait et pour être un peu, trivial, ils ont fait le job. Et il est normal que dans ces conditions, les sondages remontent. C'est plus facile de gagner 20 points quand on est à 15 que 2 quand on est à 50. C'est ce que beaucoup de journalistes... C'est juste une proportion. C'est ce que beaucoup de journalistes ont souligné. Voilà, donc ça me paraît tout à fait normal. Vous avez observé que l'opposition, en tout cas les partis responsables dans l'opposition, ont réagi dans le même esprit. Face à un tel défi, c'est l'unité nationale qui prévaut et nous en avons donné, je crois, une bonne démonstration. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que cette remontée annonce un changement en profondeur de la donne politique, compte tenu du caractère tout à fait instable, je l'ai dit en commençant, de la vie politique, il est encore trop tôt pour en tirer toutes les conséquences, d'autant que nous entrons aujourd'hui dans une phase nouvelle. Après la phase d'unité, il y aura forcément une phase dans laquelle peut-être des divergences ou des différences réapparaîtront. Alors, si on reste un instant sur les mesures qui ont été prises suite à l'attentat à Charlie Hebdo, est-ce que pour vous, ces mesures qui ont été prises, le plan Vigipirate qui a été mis au niveau alerte attentat, le déploiement de 10 500 militaires sur le terrain et d'autres mesures comme cela, est-ce que cela vous semble suffisant ? Il fallait prendre ces mesures. L'activation du plan Vigipirate est, je dirais, presque automatique, puisque par définition, c'est une programmation qui aboutit à cette décision. Je pense qu'aussi le déploiement des militaires est de nature à rassurer nos concitoyens, et il y a une angoisse quand même très très forte dans l'opinion publique. Donc tout ça va dans le bon sens. Il faudra s'assurer que ce soit pérenne, et peut-être parlera-t-on de la défense. Il faut savoir quand même qu'au fil des réformes successives, depuis quelques années, nos armées ont perdu 54 000 postes sur la base du livre blanc de 2008 et à nouveau 24 000 postes depuis maintenant 2012-2013. Donc il y a là une contradiction qu'il va falloir résoudre et s'interroger sur les moyens de notre système de défense. Oui, mais la défense n'est pas faite pour principalement gérer les soucis intérieurs. Naturellement, mais il se trouve qu'aujourd'hui on en a besoin. Donc si on en a besoin, et comme on lui demande de faire beaucoup de choses, d'abord de mener combat au sens propre du terme et dans sa mission propre, vous avez raison, sur un certain nombre de théâtres extérieurs, comme le Mali ou l'Irak, mais en même temps de s'investir dans la sécurisation du territoire national, qui est aussi, dans les circonstances exceptionnelles dans sa mission, il faut en tirer les conséquences sur les moyens qui lui sont donnés. Votre question était de savoir si ces mesures sont suffisantes. C'est jamais suffisant face à un défi de l'ampleur de celui qui nous est lancé. Je pense que la priorité des priorités, ce n'est peut-être pas de se précipiter pour faire des lois nouvelles. Ça, c'est une manie française. On réagit dans l'émotion, dans l'immédiateté, on fait des lois. Il faudrait d'abord se poser la question de savoir si les lois qu'on fait sont appliquées. Il y a une loi qui a été votée en novembre 2014 qui prévoit, en matière de lutte contre le terrorisme, un certain nombre de renforcements, notamment dans le blocage d'un certain nombre de sites Internet. Les décrets d'application ne sont toujours pas parus. Donc commençons par appliquer ce qui a été voté, complétons si c'est nécessaire, et surtout, priorité au renseignement. Face au défi qui nous est lancé, l'arme principale, c'est pas, pardon de le dire, l'indignité nationale. Est-ce que l'indignité nationale est quelque chose qui est de nature à faire réfléchir des terroristes qui sont prêts à se faire sauter en se mettant des bombes sur le ventre ?
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la vraie réponse. En revanche, le renseignement, la coopération accrue avec nos partenaires européens, du secteur du Proche-Orient, américains, pour faire en sorte que notre système de renseignement soit plus efficace. Il y a eu des failles. Le Premier ministre lui-même l'a dit. Ça, c'est la priorité. Vous avez souvent fustigé la politique de Mme Taubira par rapport à la politique pénale de Mme Taubira. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il y a des mesures à prendre aussi d'un point de vue pénal Oui, il faut changer de politique pénale, c'est tout à fait certain. Je l'ai exprimé dans plusieurs blogs, en caricaturant un peu, mais pas tant que cela. Je dirais que la politique pénale des dernières années a consisté à dire il n'y a pas de place dans les prisons et donc on ne met plus les gens en prison. Et on a développé des peines de substitution à l'incarcération, je pense notamment à la contrainte pénale, avec simplement un problème, c'est que pour que ces mesures soient efficaces, il faut avoir les moyens de les faire respecter. Quand on met quelqu'un en contrainte pénale, il faut des effectifs pour le suivre. Dans l'administration pénitentiaire ou dans les différentes administrations compétentes. Et ça, on ne l'a pas fait. Et donc, cette politique, aujourd'hui, je ne dis pas du tout qu'elle a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle n'est pas en adéquation avec les besoins de sécurité du pays. La bonne réponse, c'est de mettre en œuvre un programme de construction de places de prison qui permette d'appliquer les lois dans toute leur rigueur. Il y a aussi, donc, les événements récents doivent amener des réponses en matière de défense, en matière de justice également, et en matière sociale. Est-ce qu'on ne serait pas, par exemple, une sorte de paroxysme des tensions sociales en France, et ceci à mettre en rapport avec votre fameux triptyque, qui sera peut-être votre triptyque de campagne, apaiser, rassembler, réformer. Est-ce qu'aujourd'hui on peut apaiser cette situation ? Certainement, on peut toujours apaiser la situation, il faut apaiser la situation. Alors je ne sous-estime pas les tensions qui existent, J'en parlais tout à l'heure avec les responsables de ce territoire, de cette ville, de cette agglomération. Et non, à Bordeaux, j'ai peut-être une vision un peu déformée des choses, parce qu'on est dans une région et dans une agglomération plutôt paisible. Il y a des banlieues, il y a des quartiers difficiles, il y a des quartiers de la politique de la ville. Enfin, on n'a pas les tensions qu'on peut trouver à la périphérie de Lyon, de Marseille ou naturellement de Paris. Mais il ne faut pas sous-estimer ces difficultés qui sont devant nous. Il y a un certain paradoxe, d'ailleurs, je le note au passage, à dire que nous sommes en situation d'apartheid. Vous savez que c'est le mot très fort que vient d'utiliser le Premier ministre. Je ne le partage pas d'ailleurs, je dirai pourquoi. Et en même temps, de diminuer les moyens de la politique de la ville. On vient de faire une réforme qui diminue de façon assez drastique le nombre de quartiers sensibles qui bénéficiaient jusqu'à présent des quartiers de la politique de la ville. Même dans ma ville, par exemple, sur 5 ou 6 quartiers sensibles, il y en a 2 qui sortent de la politique de la ville. Donc je pense que ce n'est pas le moment de diminuer les moyens qui sont disponibles. Ce sont pour des raisons budgétaires. Pardon, c'est des moyens budgétaires qui permettent de financer, parce qu'on fait beaucoup de choses quand même. On a parfois tendance à limiter la politique de la ville à la politique immobilière. Vous savez, l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, et on dit qu'il ne suffit pas de rénover les bâtiments pour intégrer ou en tout cas apaiser les tensions sociales. Mais on ne fait pas que ça. On aide énormément d'associations qui sont présentes sur le terrain et qui vont à la rencontre des populations un peu en difficulté. Je disais que je n'aimais pas le mot d'apartheid, parce que le mot d'apartheid, c'est quoi ? C'est un concept politique et juridique. L'apartheid, c'est une séparation légale entre des catégories de population qui n'ont pas des droits égaux. On n'est pas en France en situation d'apartheid. La loi ne fait pas une séparation entre les communautés en fonction de la couleur de leur peau ou de leur appartenance religieuse. En revanche, on a un problème de discrimination, on a un problème d'inégalité. Au cœur de tout ça, il y a l'école, qui est la première réponse à ces tensions, bien entendu, et en particulier à la lutte contre les inégalités. Mais faisons attention de ne pas utiliser des mots quand même qui ne sont pas en adéquation avec la réalité. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour apaiser aujourd'hui la France face à peut-être aux difficultés entre les communautés religieuses ? Comment est-ce que concrètement, très concrètement, au-delà de la politique de la ville, au-delà d'une grande réforme de l'éducation, comment est-ce qu'on fait ? Il ne suffit pas de sortir une baguette magique de sa poche. C'est un défi considérable. C'est un problème très difficile et qui prendra du temps. Ma réponse, elle sera principalement en un mot, dialogue. Aujourd'hui, on a le choix entre 2 attitudes, là encore pour simplifier. La première, c'est de s'antagoniser. C'est de dire, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas leur place chez nous, en France. Parce que, là aussi, n'ayons pas peur des mots, elles pratiquent une religion qui n'est pas en harmonie avec les principes de la République. Et donc quoi ? On s'en débarrasse ? On les renvoie ? Où ? Beaucoup d'entre eux sont français. Et puis l'autre attitude, c'est de dire, parlons.
dialoguons, essayons de nous comprendre, essayons de rappeler les uns et les autres à leurs droits, mais aussi à leurs devoirs, et essayons de soutenir ceux qui, dans la communauté musulmane, ont une vision de leur religion qui est compatible avec la République et avec nos principes. Vous voyez bien que c'est un défi immense qui est devant nous, mais il faut le relever absolument, et on ne peut le relever, à mon sens, que par le dialogue, et notamment le dialogue interreligieux. Et qui est-ce qui sera en charge de ce dialogue-là, du coup, parce que c'est un petit peu sensible comme question? Un peu tout le monde. Pardon, je vais sans doute souvent vous parler de Bordeaux, c'est une manie chez moi, mais enfin bon, j'y vis depuis 20 ans, et j'en suis maire depuis 20 ans, donc c'est un peu ma vie quotidienne et ma passion. J'ai lancé il y a 2 ou 3 ans, c'est pas moi qui ai eu l'idée le premier, je crois que ça existait dans d'autres villes aussi, ce que j'ai appelé Bordeaux Partage. Et c'est quoi Bordeaux Partage? C'est la réunion du cardinal, enfin de l'archevêque catholique de Bordeaux, des pasteurs protestants, de l'imam de la mosquée de Bordeaux, du grand rabbin de la synagogue de Bordeaux, des responsables bouddhistes, parce qu'on a des bouddhistes aussi à Bordeaux. Je n'y ai pas encore mis les libres penseurs, mais il faudrait que je les y mette. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se réunit de temps en temps pour mieux se connaître, et on se dit que s'il y a crise, immédiatement on se mobilise pour essayer d'apaiser les tensions, justement, et de faire en sorte que les communautés ne se dressent pas les unes contre les autres. Périodiquement, on fait des conférences, parce que, pour moi, la laïcité, ça n'est pas ignorer le fait religieux. C'est au contraire permettre l'exercice de la religion, ou de l'absence de religion, pour ceux qui n'en ont pas, à condition que la religion respecte les principes de la République. Mais les religions ont des choses à dire. Et par exemple, j'ai organisé des conférences sur les religions face à la crise. Qu'est-ce que les religions ont aujourd'hui à dire à la jeunesse qui a du mal à s'intégrer, sur l'emploi, etc. Et ce dispositif, je crois, a été utile. Qu'est-ce qu'on a fait juste le lendemain de des attentats? Eh bien, on a réuni Bordeaux Partage et les responsables spirituels ont eux-mêmes organisé une marche dans Bordeaux, avant le grand rassemblement du dimanche qui a suivi, sous leur responsabilité et côte à côte. Le cardinal, le pasteur, l'imam, le rabbin. Eh bien, je crois que c'est une des initiatives qu'on peut prendre pour éviter l'incompréhension et le choc des communautés. Alors, comment le faire au niveau national? C'est plus compliqué. Je l'ai écrit dans un blog hier, je crois, Alain ou avant-hier. Votre blog, Alain Juppé. Oui, mon blog Alain Juppé. AL1. Vous pouvez donner l'adresse, oui, pour ceux qui ne l'ont pas, vous notez. Très compliqué. Ça y est, vous m'avez fait perdre le fil. Vous l'avez écrit dans votre blog, Alain Juppé. Oui, la République a des devoirs vis-à-vis des musulmans, comme vis-à-vis des chrétiens, comme vis-à-vis des mécréants, comme vis-à-vis des juifs, c'est d'assurer leur sécurité. La sécurité, c'est une des libertés fondamentales en République. Mais j'écris dans ce blog que les musulmans ont aussi des devoirs vis-à-vis de la République. Et ils ont le devoir de clarifier leur position sur un certain nombre de sujets. L'adhésion et le respect des valeurs aux valeurs républicaines et le respect des valeurs républicaines. Parmi celles-ci, la laïcité, qui est le respect de la religion, mais qui veut que la loi religieuse ne s'impose pas à la loi civile. Par exemple, la charia, elle n'a rien à faire dans la loi civile. Et deuxièmement, qu'un certain nombre de principes fondateurs de la démocratie sont valables pour tout le monde. Je pense à l'un d'entre eux qui est l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est le bien commun de la République. Et tous les citoyens qui sont français, qui adhèrent à la République, doivent respecter ces principes. Voilà quelques réflexions que je faisais. Juste très rapidement, pour conclure sur ce sujet-là, vous pensez que ça passe essentiellement par une politique de la ville, d'apaiser les tensions entre les communautés. Est-ce que ça passe aussi par une politique étrangère revue? Vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'on doit adapter dans un sens ou dans l'autre notre gestion des affaires étrangères en conséquence? Je reviens d'un mot sur ce que j'appelais les droits et les devoirs de chacune des communautés. Je parlais du devoir de respecter les valeurs de la République. Je crois aussi, alors c'est peut-être un langage qui est parfois difficile à faire accepter par nos compatriotes musulmans, qu'ils ont le devoir de s'organiser. Il faut qu'on ait, nous, responsables politiques, des interlocuteurs avec qui on puisse discuter, décider, faire des choses ensemble. Avec l'Église catholique, c'est facile. S'il y a un problème, on va voir le cardinal ou l'évêque, et puis voilà, c'est une organisation hiérarchique et disciplinée. Les protestants, ils sont organisés. Ils ont des conférences où ils se retrouvent tous. Mais une des bases de la religion musulmane, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie non plus. Pardon ? Une des bases de la religion musulmane, c'est que vous avez l'imam, mais vous n'avez pas de hiérarchie. Justement, j'en venais là. Les juifs sont organisés, il y a le CRIF, il y a le consistoire, etc. C'est très difficile avec les musulmans qui ne sont pas organisés, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. On avait fait une tentative, elle était
était dû à Nicolas Sarkozy, c'était la création du Conseil français du culte musulman, précisément pour avoir des interlocuteurs responsables. Ça a moyennement marché. Je pense qu'il va falloir reprendre cette initiative pour avoir un vrai dialogue et régler un certain nombre de questions de fond, comme la formation des imams, comme aussi la construction des lieux de culte, bref, tout ce qui implique des relations entre les pouvoirs publics et les représentants des religions. Pardon, je reviens à votre question qui était la politique étrangère. Alors là, c'est un vaste débat. Il faut voir aujourd'hui que l'affrontement auquel nous sommes confrontés, j'ai dit dans mon blog qu'il ne fallait peut-être pas avoir peur du mot de guerre. Certains le contestent en disant qu'il est excessif. Mais il y a bien aujourd'hui des mouvements extrémistes, fanatiques, inspirés par une idéologie qui n'est pas une religion, qui est une idéologie de haine et de mort, qui nous ont déclaré la guerre. Ce n'est pas nous qui leur faisons la guerre. Ils nous ont déclaré la guerre. Al-Qaïda au Yémen, Al-Qaïda au Mali, Daesh, etc. Nous avons là des adversaires qui utilisent les moyens que vous savez. Donc cette guerre, il faut l'amener. Hein, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il faille entrer dans une sorte de conflit avec le monde musulman et donner raison à Huntington qui parlait du choc des civilisations il y a quelques décennies dans un livre qui avait fait beaucoup de bruit. Donc vous êtes plus Fukuyama, c'est ça? Pardon? Vous êtes plus Fukuyama, on converge. Oui, absolument. Mais encore que la fin de l'histoire ne se soit pas véritablement confirmée. Hein. On est en plein dans l'histoire, là. On le voit bien. Une histoire qui évolue beaucoup et qui bouge beaucoup. Il y a bien un choc. On est dans un choc, oui, bien entendu, mais notre rôle à nous, quand je dis apaiser au sein de la société française par le dialogue, on ne va pas non plus se mettre en guerre contre tout le monde, hein, et contre un certain nombre d'États, sous prétexte qu'ils soient musulmans. Donc là aussi, il faut apaiser, il faut du dialogue, il faut prendre langue avec un certain nombre de grands pays pour discuter avec eux. Merci. On voulait parler aussi économie avec vous, puisque l'actualité nous a forcément amené à... Puis vous en faites un peu ici, non? Oui, c'est ça, c'est un peu notre métier. Vous avez oublié de dire dans mon parcours, un de mes titres de gloire, c'est que j'ai fait un cours ici. Ah oui, vous n'étiez pas né, c'est vrai. Enfin, était-ce un cours d'économie? C'était en 1974, c'était un cours, pas d'économie à proprement parler, c'était un cours de culture générale pour la préparation ENA. Sur l'économie, ce qu'on voulait savoir de vous, c'était votre analyse de la crise actuelle en France, ou des difficultés économiques que traverse notre pays. Les autres pays européens en sont sortis de manière plutôt rapide. Et aujourd'hui, en France, les difficultés s'attardent avec les chiffres connus, un taux de chômage à près de 11% et un taux de croissance... Vous avez le retour. Ah pardon. Avec un taux de chômage à près de 11% et un taux de croissance à 0,5%. Ce qu'on veut savoir de votre position là-dessus, c'est si ces difficultés sont de nature conjoncturelle, est-ce que c'est l'échec de politiques économiques récentes ou moins récentes, ou est-ce que ce sont des difficultés dues à des problèmes plus structurels, à un modèle français qui ne marche plus, à l'euro ? Quelle est votre analyse? D'abord, il faut se replacer dans une perspective historique. Je ne vais pas remonter au calende grec, mais quand on juge de la situation actuelle, par exemple de la situation de nos finances publiques, du déficit ou de la dette, on zappe toujours ce qui s'est passé en 2008, 2009 et 2010. C'est-à-dire la plus grave crise financière puis économique que le monde développé ait connue depuis pratiquement un siècle, avec une récession généralisée. Et la France n'a pas été la seule à entrer en récession en 2009 ou en 2010. Même l'Allemagne y était. Donc gardons ça en mémoire pour juger la situation actuelle. Est-ce que d'autres s'en sortent mieux que nous aujourd'hui en Europe? Quelques-uns, pas beaucoup. Hein. La croissance en Allemagne n'est pas non plus formidable. Bon, l'Angleterre est sur un rythme meilleur que le nôtre. On a les chiffres sous les yeux. Pardon. Oui, on l'a là. Oui, voilà, très bien. Donc, vous voyez, maintenant, dès qu'on dit une bêtise, c'est vérifié sur tous les schémas et sur Internet. Donc, il faut vraiment être très rigoureux dans ces affirmations. Mais j'ai pas dit trop de bêtises. Oui, je dis que d'autres s'en sortent un peu mieux que nous. Ben, vous voyez, l'Allemagne, c'est pas formidable. Les États-Unis s'en sortent mieux que nous. On est dans un contexte général qui n'est pas un contexte euphorique. Hein. Le titre du Monde ce soir, c'était la croissance en berne dans les pays émergents. Donc on est dans un contexte général qui n'est pas extrêmement excitant. Alors pour en revenir à la France, puisque c'est votre question, oui, elle s'en tire moins bien que les autres parce qu'elle a trop tardé à faire un certain nombre de réformes structurelles que d'autres ont fait avant elle, l'Allemagne bien sûr. En 2008 du coup
Non, pas en 2008, parce que ce n'est pas au milieu de la crise qu'on fait les réformes structurelles les plus difficiles. C'est une affaire de 10 ans. Et quelles sont les réformes structurelles? Je les résumerai en 2 grands chapitres. Il faut aujourd'hui remettre nos entreprises en situation de compétitivité. Elles ont décroché sur ce terrain-là par rapport à leurs principales concurrentes européennes, notamment. Il faut quand même se rappeler que nous faisons l'essentiel de nos échanges extérieurs avec les pays européens, pas avec la Chine, avec l'Allemagne, avec nos voisins. Donc on a décroché par rapport à la concurrence européenne. Et le deuxième volet de réforme structurelle que nous n'avons pas faite, les deux étant liés, je vais le dire, dans un instant, c'est évidemment la maîtrise de nos dépenses publiques qui permet de réduire nos déficits et de réduire notre endettement. Sur les réformes structurelles concernant la compétitivité des entreprises, je liste ça très rapidement, on voit bien les facteurs sur lesquels il faut intervenir, et je suis prêt à revenir là-dessus, le coût du travail, la durée du travail, le marché du travail, la complexité des normes qui asphyxie une grande partie de nos entreprises, et notamment les PME, qui ont moins de moyens que les entreprises pour gérer que les grandes entreprises ces contraintes, le financement aussi du développement des entreprises, et puis de l'autre côté, sur le pilier remise en ordre des finances publiques, eh bien, la gestion des finances de l'État, les collectivités locales, la réforme territoriale, dont je peux dire un mot aussi, la réforme des retraites, la réforme de l'indemnisation du chômage. Voilà toute une série de grandes réformes structurelles que nous n'avons pas faites, que nous engageons peut-être aujourd'hui avec plus ou moins de bonheur, mais qui expliquent notre relatif décrochage. Que nous n'avons pas faites, mais que vous proposiez il y a 20 ans, en 95, quand vous étiez Premier ministre. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous dites un peu précurseur, est-ce que vous l'aviez annoncé, cet échec relatif du modèle social français? Vous savez, 95... Vous voyez, on est gentil avec vous quand même. 93-2015, je n'ai pas la prétention de dire ce qui était valable en 95 est valable en 2015. Je voudrais rappeler qu'en 95, là où il y a des points de comparaison, c'est qu'il y avait déjà un trou de la Sécu. Quand je suis arrivé au gouvernement en 2015, j'ai été confronté immédiatement au trou de la Sécu. Il y avait une petite différence, enfin une très grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas l'euro. Et que donc j'avais l'œil fixé en permanence sur la parité du franc. Le gouverneur de la Banque de France venant m'expliquer qu'on décrochait et qu'on risquait une dévaluation. On a été à l'abri de ce souci en 2008 et en 2009. Donc il y avait ça. J'ai engagé à l'époque une réforme de l'assurance maladie qui, contrairement à ce qui a été maintenant intégré dans la conscience collective, n'a pas été retirée. Elle a été réalisée. Oh, mais chapeau. C'était pas mal. Ouais. C'est quelle année? Mais ça, c'est pas 95. J'avais déjà moins de cheveux en 95. Ouais. Ça doit être 75. Donc, ça y est. Oui, je disais, cette réforme, elle a été faite. En revanche, la réforme des retraites et la réforme des régimes spéciaux de retraite, sur laquelle je n'étais pas vraiment prêt, j'ai raconté 20 fois comment les choses s'étaient passées, celle-là, effectivement, je l'ai retirée et elle n'est toujours pas faite. Pour en venir à votre question, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qu'on aurait dû suivre à ce moment-là et qui restent aujourd'hui valables. Et quand on sait que l'État français est en déficit depuis 1975, donc relativement à ce modèle social qui a de plus en plus de mal à se financer, est-ce que ça pose le problème de la définition de l'État? Est-ce qu'un État en déficit sur 40 ans, avec un déficit qui est de l'ordre de 3 à 4% chaque année, est-ce que ça remet en cause le sens de l'État, enfin, dans le sens où, pardon, je me répète, est-ce que c'est une défaillance de l'État français? C'est une défaillance sans doute, parce qu'on ne peut pas vivre à crédit, même quand on est un État. Ce n'est pas une défaillance française. Les États-Unis ne sont pas en déficit? Si, et depuis combien de temps? En double déficit, nous aussi d'ailleurs en ce moment, et puis il y en a d'autres. Donc c'est vrai que nous avons tous cédé à la facilité et que progressivement on est arrivé à des taux d'endettement qui sont devenus aujourd'hui insoutenables, bien entendu. C'est une responsabilité collective, vous avez raison. On a quand même un modèle social qui est bien différent de celui des États-Unis. Alors est-ce qu'aujourd'hui il est remis en cause justement par ces déficits récurrents et... On a un système social qui est différent de celui des États-Unis, et heureusement. Moi, je suis profondément attaché à la libre entreprise et à l'économie de marché. Je pense que c'est la seule façon de créer des richesses. Comme toute liberté, bien entendu, elle doit être encadrée. On a vu les excès de la dérégulation dans le secteur financier, mais je crois profondément à tout cela. Je pense que c'est conciliable avec un système de solidarité sociale qui doit être remis sur ses pieds, bien sûr, mais qui fait partie de notre modèle de développement. De ce point de vue-là, je ne pense pas que les États-Unis soient un exemple à suivre aveuglément. Je n'aimerais pas que, dans certains cas, avant de traiter les malades aux urgences, en France, on leur demande leur carte de crédit, comme ça se passe encore aux États-Unis.
On dit que la France a du mal à se réformer. Vous voyez la difficulté de la réforme d'Obama sur la sécurité sociale, enfin, ou le régime de protection sociale aux États-Unis. Il n'y a pas que la France qui est résistante au changement. Hein. Donc voilà, n'essayons pas toujours de dire que c'est mieux ailleurs et que l'herbe est plus verte dans les pays autour de nous. Ce système de protection sociale, il faut en garder le principe, il faut le réformer profondément parce que la solidarité ne peut pas fonctionner durablement si elle n'est pas associée à un principe de responsabilité. Et je vais prendre 2 exemples qui sont peut-être à vos yeux des exemples un peu ponctuels mais qui en disent long sur les dérives de notre système. Supprimer ce que nous avions institué avant 2012, c'est-à-dire une journée de carence dans la fonction publique avant que soient versées les indemnités d'assurance maladie, c'est une erreur. Parce que ça déresponsabilise. La création de cette journée de carence avait eu un effet quasi immédiat sur le petit absentéisme, ce que j'appelle parfois le mal au dos du vendredi ou du lundi. On l'a supprimé et immédiatement l'absentéisme est reparti à la hausse. C'est une mauvaise réforme. Enfin, la suppression est une mauvaise réforme qui déresponsabilise. D'autre part, dans le même esprit, je trouve que le tiers payant généralisé, ce n'est pas une bonne réforme, c'est une réforme qui déresponsabilise. Ce qui est gratuit est généralement gaspillé et ce n'est pas une vraie réponse aux attentes des Français. Aujourd'hui, l'accès aux soins, il est difficile parce que, je prends 2 exemples, le taux de remboursement des lunettes ou des frais dentaires est insuffisant et ce n'est pas le tiers payant qui va y changer quelque chose. Donc voilà encore un exemple qui va dans le mauvais sens de la déresponsabilisation. Donc là, vous dénigrez 2 réformes qui ont été faites. Quelle serait, vous, par contre, votre première réforme en matière d'économie ? Demain, en matière d'économie ? Oui. Demain, vous êtes ministre des Finances. Quel est votre... Non, ça, un seul truc à peu près sûr, c'est que je ne serai pas ministre des Finances. Non, mais si vous n'avez pas envie, mais projetez-vous. Vous devez donner la ligne économique et financière. Oui, vous savez, moi je suis dans une situation où je comprends bien l'impatience des médias et des jeunes intervieweurs que vous êtes. Je ne suis pas encore en campagne présidentielle. J'ai plusieurs étapes à franchir d'ici là. Il faut d'abord que j'aille à la rencontre des Français pour densifier mon projet, on peut y revenir tout à l'heure peut-être. Il faut ensuite que je gagne des primaires, et il faut ensuite que je me lance en campagne présidentielle. Donc n'attendez pas de moi aujourd'hui que je vous dise voilà les 10 réformes que je ferai si je suis élu. Je vous ai indiqué les grandes lignes de réflexion et d'action qui seront les miennes, notamment en ce qui concerne la restauration de la compétitivité des entreprises. Alors je veux bien quand même donner quelques exemples pour être plus précis. En matière de durée du travail, je pense que l'idée d'une durée légale, obligatoire et universelle ne correspond pas à la réalité économique et qu'il faut donner de la liberté de négociation de la durée du travail à l'entreprise ou à la branche. L'Institut Montaigne, que vous connaissez peut-être, a publié un petit bouquin tout récemment sur la durée du travail qui montre la complexité du sujet, mais aussi la nécessité de libéraliser. Voilà un premier exemple qui me paraît clair. Deuxième exemple, le coût du travail. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que c'est un de nos handicaps. Vous comparez le coût horaire du travail chargé, c'est-à-dire le salaire plus les taxes diverses et variées et les cotisations, il est, alors je ne sais pas si c'est vérifié dans vos schémas, il est supérieur en France à ce qu'il est en Allemagne et dans beaucoup de nos concurrents. Il faut donc rétablir l'équilibre dans ce domaine. Comment ? Eh bien, en allégeant les charges. On a fait des réformes de ce point de vue-là successives. Je ne suis pas sûr que le CICE soit l'achèvement total du parcours. Le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Parce que d'abord, c'est une mécanique compliquée et qu'ensuite, elle ne bénéficie qu'aux entreprises à salaire modeste, bas salaire. Les entreprises qui ont des salaires élevés, des cadres, des chercheurs, des ingénieurs à haute valeur ajoutée ne bénéficient pas de ce CICE. Je crois que ça n'est pas, de ce point de vue-là, une très très bonne réforme. Et donc, moi, je pense qu'il faut revenir à une approche qui avait été la nôtre, trop tard. On a fait cette réforme trop tard, qui consiste à prendre une mesure toute simple. Il ne s'agit pas d'aller calculer un crédit d'impôt en fonction de l'évolution de la masse salariale a posteriori. Il s'agit tout simplement de dire on supprime de la feuille de paie une cotisation que les entreprises n'ont pas véritablement la responsabilité d'assurer, exemple la cotisation d'allocation familiale, et on la compense, puisqu'on ne peut pas creuser les déficits, par une TVA compétitivité emploi, parce que la TVA est un impôt intelligent qui favorise l'investissement et qui favorise le commerce extérieur. C'est difficile à faire accepter par l'opinion. On avait voté une réforme de ce type. Le seul tort qu'on a eu, c'est de la rendre applicable au 1er octobre 2012.
Et j'ai entendu pas mal de socialistes me dire, c'est dommage, si vous l'aviez fait avant, on l'aurait gardé. Donc voilà des réformes sur lesquelles il faudra aussi revenir. Alors vous disiez que vous n'étiez pas en campagne pour les présidentielles déjà. Oui, c'est pas vrai. Voilà. Donc vous êtes en campagne, vous n'êtes pas en campagne pour les présidentielles, vous êtes en campagne pour la primaire de l'UMP. Et donc si on revient un petit peu sur la situation de l'UMP, aujourd'hui il y a un paradoxe qu'on a relevé et que beaucoup de personnes relèvent, c'est que vous êtes très populaire en France, vous êtes parmi les personnalités politiques préférées des Français, même la personnalité politique préférée des Français. Par contre, au sein de l'UMP, vous n'êtes pas le plus populaire derrière Monsieur Nicolas Sarkozy. Alors, les choses changent. Là, je suis en train de chercher un truc sur mon iPhone, là, parce qu'on m'a envoyé le dernier sondage. Je crois que je lui passe devant. Dans l'électorat UMP, je dois être à 72, il est à 70. Vous voyez, ça évolue. Ah, vous êtes passé devant, mais est-ce que vous croyez... Je plaisante, parce que tout ceci va et vient, naturellement. Et bien évidemment, sachant qu'on est encore... à 1 an de l'élection, alors de la qualification. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que le fait que vous ayez cette concurrence avec Nicolas Sarkozy, qui est quand même bien placé parmi les militants de l'UMP, est-ce que vous croyez que ça peut vous barrer la route? Est-ce que vous croyez que ça peut être... Écoutez, moi j'aborde ça avec beaucoup de sérénité. Ou bien on considère que l'élection à la présidence de l'UMP a choisi notre champion et il n'y a plus rien à dire. Ou bien on considère que ce n'était pas ça l'objet. Là, on a élu un président de l'UMP. On n'a pas choisi un candidat de la droite et du centre. Pour la bonne raison que si on choisit un candidat de la droite et du centre, il ne faut pas se limiter aux 250 000 adhérents de l'UMP. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il faut des primaires? Tout simplement pour 2 raisons, me semble-t-il. D'abord parce que le paysage politique a beaucoup évolué, et dans un contexte où vous avez un Front National qui pèse potentiellement 20 à 25%, un parti socialiste qu'on a peut-être enterré un peu tôt, on le voit aujourd'hui. Vous savez comment est la presse. Il y a 15 jours, 3 semaines, l'idée générale, c'était que Hollande ne serait pas au 2e tour. Aujourd'hui, 15 jours après, il est assuré d'être réélu, si on écoute certains observateurs. Donc tout ça est évidemment superficiel et provisoire, mais enfin, si nous nous dispersons au 1er tour de l'élection présidentielle, il y a effectivement un risque que nous soyons éliminés. Et donc, il faut un candidat commun de la droite et du centre, et ça, c'est la philosophie des primaires. J'ajoute un 2e argument, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde où les gens ont envie de s'exprimer. Ils n'ont pas envie que le candidat de la droite et du centre soit forcément choisi par quelques apparatchiks, dont je fais partie, au siège de l'UMP. Ils ont envie de se prononcer et de s'exprimer. Regardez le succès qu'ont eu les primaires socialistes. Il y a eu 2 900 000 votants aux primaires socialistes. Ça leur a permis de choisir un candidat qui n'était peut-être pas le meilleur, j'en sais rien, mais qui a été élu en tout cas. Voilà. Vous donnez une certaine légitimité à l'existence de primaires à l'UMP, et on vous comprend. Mais pour que vous réussissiez ces primaires, il faudrait qu'elles brassent large. Est-ce que vous pensez que ça peut être le cas? Est-ce que véritablement les électeurs du centre pourront et auront envie d'aller voter pour vous? Il ne s'agit pas de savoir si ça sera le cas. Il s'agit de dire que c'est la condition. C'est la condition pour qu'elle soit... Oui, c'est la condition, mais les électeurs... Pour qu'elle soit légitime. Les électeurs... Dimanche matin, c'est difficile de se... Non, je ne crois pas du tout. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent comment on fera pour voter aux primaires. Il y a une volonté de participer à ce choix. Et puis, si cette volonté n'existait pas, ça veut dire qu'on s'était trompé. Moi, je crois qu'elle existe. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, au-delà des adhérents de l'UMP, de dire leur mot. Alors, il faudra des conditions d'organisation qui garantissent cette large participation. Je ne suis pas sûr, entre parenthèses, que je veux bien répondre à vos questions, mais que ce soit un sujet d'immédiate actualité. Je ne suis pas sûr que les Français aujourd'hui s'interrogent sur l'organisation des primaires, ils ont d'autres soucis. Mais enfin, vous avez raison, c'est une question qui se pose, il faudra la trancher. Je l'ai déjà dit, il faut que ce soit organisé par une autorité indépendante qui assure la transparence de l'élection. Il faut arriver à faire voter 2 à 3 millions d'électeurs. Il faut une faisabilité technique suffisante. Si on exclut le vote électronique, parce que effectivement, pour 2 ou 3 millions de personnes, il est difficile à organiser, il faudra un vote traditionnel bien organisé. Et ensuite, il faudra une charte des valeurs, qui sera le document permettant de voter, qui soit suffisamment ouverte pour assurer un large rassemblement. De ce point de vue, je suis assez rassuré, puisqu'il y a un groupe de travail qui fonctionne actuellement sur ces questions et qui a déjà publié ce que pourrait être la charte d'engagement des électeurs. Elle est ainsi rédigée: je souscris aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Ça me va bien. Et ça, ce sont exactement vos valeurs? Pardon? Ce sont exactement vos valeurs à vous? Oui, mes valeurs, c'est les valeurs républicaines de la droite et du centre. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans les valeurs républicaines de la droite et du centre, même s'ils n'ont pas la carte de l'UMP. Les primaires et le système, votre encartement à l'UMP,
ne vous empêche pas de brasser plus large? Est-ce que vous abstenez de certaines propositions, justement dans l'optique de ces primaires, parce que vous savez que les électeurs premiers de ces primaires seront les électeurs UMP? Est-ce que je m'abstiens de certaines propositions? Je n'ai pas compris. Oui, je veux dire... Vous les gardez de côté pour après, en quelque sorte. Non, moi j'exprime mes idées comme je pense qu'elles doivent être exprimées. Et puis après, on verra qui vote. Mais je voudrais quand même vous rappeler que la marque de fabrique de l'UMP, j'ai été un de ceux qui se sont battus pour la créer en 2001, 2002, c'était pas évident, c'est l'union de la droite et du centre. Quand je vois aujourd'hui que certains sont choqués parce que je veux réunir la droite et du centre, je comprends plus. On peut s'enfermer dans une droite un peu, je ne sais pas comment il faut l'appeler, repliée sur elle-même. Bon, à ce moment-là, il n'y a qu'à rentrer à la maison, on est sûr de perdre. Il faut un large rassemblement de la droite et du centre, et je persiste et je signe. Et je crois que c'est possible, puisqu'on l'a fait. C'est ce qu'on avait fait en 2002 en créant l'UMP. Quand les centristes sont partis de l'UMP en 2012, moi, ça m'a fait de la peine. C'était un échec. C'était l'échec du projet initial de l'UMP. Ils avaient leur place parmi nous. Ils ont créé un autre parti, l'UDI. C'est pour ça qu'il faut recoller. Alors, vous avez une phrase pour laquelle vous êtes très connu, qui vous a d'ailleurs valu le prix de l'humour politique. On n'est jamais fini en politique, regardez-moi. Il y a un article du Figaro qui a récemment pointé les 10 dangers auxquels vous faites face dans le marathon qu'est la primaire. Et cet article a d'ailleurs parfois est allé jusqu'à signer votre mort politique en 2015. Alors, si on retient que 3 des faiblesses énoncées, on va les prendre une par une. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous y ferez face ? On va commencer par celle-ci, celle selon laquelle vous ne tenez plus aujourd'hui l'appareil de l'UMP, car Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP depuis le 30 novembre, et il y a un risque qui est assez fort que Nicolas Sarkozy remodèle ce parti, avec le nouveau nom qui va lui être donné, en un parti qui ne vous ressemble plus vraiment, qui n'est plus le parti de la droite et du centre, ou qui s'est un petit peu droitisé par rapport à cette image. 2 éléments de réponse. Je suis dans ce parti. Et ce parti, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, point. C'est une équipe. Je sors du bureau politique de l'UMP, où j'étais avec d'autres. Et donc, c'est une gestion collective. Et je m'en sens totalement membre. Quelle belle photo, là. On est souriant. C'est bien. Vous n'avez pas l'air de sourire vraiment. Alors, vraiment de s'emmerder. Je ne sais pas où ça a été pris. Mais et deuxième élément de réponse, l'élection présidentielle sous la Ve République, ce n'est pas une élection de parti. J'ai bien conscience que tenir l'appareil d'un parti, ça peut être un atout, mais je crois que c'est d'abord un dialogue entre un candidat et le peuple en général. Alors, on dit de vous, pour cette deuxième faiblesse, que vous êtes un ancien condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Et vous avez d'ailleurs repris cette phrase dans votre livre « Je ne mange plus de cerises en hiver ». Alain Juppé, alors qu'il a été investi d'un mandat électif public, trompé la confiance du peuple souverain. Ça, c'est la phrase du premier jugement. Vous dites qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Est-ce que vous pensez que cette phrase, pour laquelle vous dites souvent que vous avez purgé votre peine aujourd'hui, est-ce que cette phrase peut encore vous porter préjudice ? Oui, je sais bien que ça peut me porter préjudice et je fais confiance à certains de mes amis pour rappeler ces événements que j'ai vécus douloureusement. C'est une blessure pour moi, bien sûr, profonde. Je dirais 2 ou 3 choses simplement. La première, c'est que j'ai assumé une responsabilité collective dans une question de financement de partis politiques à une époque où les lois n'étaient pas encore tout à fait stabilisées, et je l'ai assumé seul. Je ne le regrette pas. Mais voilà. Deuxièmement, vous citez le jugement de première instance. J'aimerais citer celui du deuxième instance d'appel, qui efface le premier et qui dit que je n'ai pas mis un sou d'argent public dans ma poche. Donc à aucun moment, mon honnêteté personnelle n'a été mise en cause. Troisième élément, c'est que j'ai purgé ma peine. Bon. Et 4e élément, c'est qu'on se bat beaucoup pour avoir le droit à l'oubli sur Internet. On pourrait l'avoir aussi dans cette circonstance. C'est votre défense. Pardon ? C'est votre défense. Oh, je ne me défends pas. Je ne vais pas me défendre. Je me suis défendu. J'ai été condamné, j'ai payé. J'ai pu me défendre. Je m'explique. D'accord. On voudrait aborder un autre point faible. Donc, après votre... Il y a des points forts aussi dans le truc ? Non, il n'y a pas. Mais ça, vous en faites preuve toute la soirée, des points forts. Donc, il n'y a pas de problème. C'est à vous de les mettre en valeur. Oui, oui. Autre point faible, donc après votre passé de condamné, et le fait que... Pour le cas où vous n'aviez pas compris, voilà, enfonçant le clou. Autre point faible, votre âge, pour lequel... Ah, ça, en revanche, là, j'y peux rien. Et il n'y a pas de droit à l'oubli.
pour lequel vous dites qu'il vous apporte expérience. Et c'est vrai que vu votre parcours politique, vous avez été Premier ministre, vous avez occupé de nombreux grands ministères, on a l'impression vraiment que vous avez touché à tout et que vous connaissez bien l'État français. Mais est-ce qu'on est vraiment meilleur avec l'âge? Est-ce que... Ça dépend. On peut se crétiniser avec l'âge. Est-ce qu'on comprend mieux les choses? Mais écoutez, Deng Xiaoping a commencé à changer la Chine alors qu'il avait 80 ans, je crois. Donc avec rien n'est perdu. Et là, je vous demande de vous adresser à nous, étudiants. Est-ce que vraiment l'âge nous fait mieux comprendre les choses? Est-ce que vous comprenez mieux la situation économique, la situation sociale, l'État français par l'emmagasinement de connaissances, par votre pratique, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Si je vous dis oui, vous ne serez pas surpris. Bien sûr que je vais vous dire oui. Hein, parce que si je vous dis non, j'ai plus qu'à prendre ma retraite. Bien sûr, je crois que l'expérience, ça aide, ça apporte beaucoup de choses, ça permet d'éviter de refaire des erreurs qu'on a déjà faites, ça permet aussi, vous disiez que j'étais quoi, un peu impulsif, parfois de prendre un peu de recul avec l'événement. Voilà, mais bon, je ne vais pas passer mon temps à me justifier d'avoir l'âge que j'ai. C'est à vous de juger. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est un handicap? Est-ce que vous pensez que c'est un avantage? On peut dire les deux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que autour de moi, j'ai beaucoup de gens de votre génération qui sont prêts à s'engager et qui pensent que travailler pour m'aider dans ma campagne est un choix qui les motive. Et ce que j'ai mis en place de ce point de vue-là est assez roboratif. J'ai un site internet avec une plateforme sur laquelle je demande aux gens de m'envoyer des contributions. Agi pour la France, c'est ça? Agi pour la France, AGIS pour la France, tout attaché. Et j'ai toute une équipe d'étudiants qui tamisent ces réponses pour voir ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de moins intéressant. Et voilà, donc vous voyez qu'ils s'engagent aussi. Hein. Bon, et on va finir un petit peu cette partie sur l'actualité. Je répète quand même, les exemples étrangers que vous avez évacués d'un revers de main méritent d'être quand même médités. Hein. La Tunisie vient d'élire un président de 89 ans. Vous voyez qu'il me reste encore 20 ans d'espérance devant moi. Ça fait combien de mandats? J'ai quand même dit que je ne ferai qu'un seul mandat. Oui. Ça aussi, ça peut vous rassurer. Vous n'aurez à me supporter que 5 ans. En tout cas, des mandats à Bordeaux, vous en avez fait 4. Et on a parlé un petit peu de Bordeaux précédemment. Vous avez été réélu avec presque 62% des voix dès le premier tour. Quelle est votre plus grande fierté à Bordeaux aujourd'hui? J'aime pas trop parler de fierté, parce que c'est un mot qui paraît arrogant. C'est vous qui l'avez utilisé. Hein, et merci d'ailleurs. Vous avez le droit. Objectivement, tous ceux qui sont passés à Bordeaux il y a 20 ans et qui reviennent aujourd'hui disent la ville a été transformée. La ville a été transformée, pas par moi tout seul, c'est une œuvre collective naturellement, mais je crois y avoir joué un rôle non négligeable parce que dès que j'ai été élu, j'ai d'abord mis en place un mode de gouvernement qui n'était pas tout à fait neuf, je le reconnais, Chaban le pratiquait déjà, qui est la cogestion. Pendant toute cette période et encore aujourd'hui, au lendemain des élections, la majorité et la minorité signent un accord de gouvernement, pour utiliser un mot peut-être un peu prétentieux, un accord de coopération, et on dit voilà ce qu'on va faire ensemble. Et à partir de là, on gouverne ensemble. Aujourd'hui, dans le bureau de la métropole, qui est quand même une collectivité importante de 750 000 habitants, je suis président, nous sommes 20 vice-présidents, il y a 20 vice-présidents, 13 appartiennent à mon groupe majoritaire et 7 Parti socialiste, Parti communiste et Vert. Donc nous faisons ça ensemble et ça fonctionne très très bien et les habitants sont assez contents de voir tout ça. Donc voilà, la ville s'est transformée et puis j'avais un projet urbain, je ne vais pas vous resservir cette sauce, mais qui est reposé sur quelques objectifs forts et clairs. Le premier, c'était de doter Bordeaux, qui n'en avait pas, d'un système de transport moderne. C'est le tramway, qui a été un succès formidable. Et le deuxième, c'était de réconcilier la ville avec son fleuve. On ne pouvait pas se promener sur les bords de Garonne, dans le centre-ville de Bordeaux, il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un des lieux les plus attractifs de l'agglomération, grâce à un projet formidable qui a été porté par un urbaniste de très grand talent, Michel Corajou, avec mon soutien. Voilà, donc voilà ce qu'on a fait à Bordeaux. Et effectivement, je vais finir par le dire, j'en suis fier. Mais vous êtes quand même revenu en France pour revenir à Bordeaux en premier lieu, parce que vous aviez fait un... je suis revenu en France pour Bordeaux. Pour Bordeaux. J'ai raconté ça dans un livre un jour en famille. On a fait un vote. Parce que j'étais là-bas avec ma femme et mes filles, elle a dit, voilà, il y avait, première question, est-ce qu'on reste à Montréal ou est-ce qu'on rentre à Paris? Montréal a eu 4 voix et Paris 1. Ensuite, j'ai fait un deuxième vote. Est-ce qu'on rentre à Bordeaux ou est-ce qu'on reste à Montréal? Et Bordeaux a eu 4 voix et Montréal 1. Donc on est rentré. De toute façon, ma voix a été prépondérante. Mais ça ne va pas vous manquer du coup? Ça ne va pas vous manquer Bordeaux un petit peu?
Écoute, pour l'instant, j'y suis à fond. Voilà, je continue à partager ma vie entre ma responsabilité de maire et de président de la métropole. Donc j'y suis 4 jours et demi par semaine. Et puis après, je fais mon action politique nationale. Donc ça ne manque pas. Si je suis élu président de la République, bon voilà, je ne suis pas sûr que les Bordelais pleureront. Bon, en tout cas, pour un petit instant, vous allez délaisser Bordeaux pour le top du top, Monsieur Juppé. On vous a prévu la fonction présidentielle, la fonction suprême, et on ne s'est pas foutu de vous parce que maintenant vous êtes président et vous allez devoir nommer et former votre Premier ministre et former avec lui un gouvernement. Alors vous avez à l'écran ici, Monsieur Juppé, ici, le petit jeu des mardis que Aurélien va animer. Donc vous êtes président de la République. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais me mettre à dos une quantité inconsidérable de gens si je fais ça. Ouais. Vous inquiétez pas. Attendez de voir les personnalités qu'on vous propose. Ah, vous allez me faire des propositions. Ah, bon, très bien. Ça va m'aider alors. Par exemple, pour Matignon, et normalement ça devrait s'afficher. Il faut que je choisisse. Bon, très C'est bien. ça. On a Nicolas Attends, Sarkozy, tu fais le travail. Michel de Montaigne ou Dumbledore. C'est qui le troisième? C'est un personnage d'Harry Potter, un grand monsieur. Ah oui, Le d'accord. grand Ah oui, sage, si, je le connais. Le grand Oui. sage d'Harry Potter. Bon, écoutez, là, c'est facile, hein, pardon. Ouais, je peux choisir que Montaigne. Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est un choix bordelais. Je vous rappelle qu'il a été maire de Bordeaux. Donc voilà. Ça n'en C'est fait par pas fidélité. forcément un bon Premier ministre. Si, parce que c'est un homme de sagesse. Évidemment, du point de vue de l'âge, c'est pas très satisfaisant. Mais vous savez, avec Sarkozy, je n'ai que 9 ans de différence. Hein. Et ça bouge pas depuis 40 ans. Ça, c'est pour le ministère de l'Éducation. On a donc Jules Ferry, Luc Ferry, Jamy de C'est pas sorcier, qu'on connaît tous, et Jean-Michel Blanquer, qui est notre directeur Jean-Michel général. Blanquer qui est en face de vous. Donc faites attention à ne pas vous faire d'ennemis ce soir quand même. Bon, écoutez, la réussite de l'ESSEC est telle que je prends évidemment votre directeur. Là, Merci. Le ministère de l'Économie. Le choix va être rude là, je pense. À droite, c'est Frédéric Lordon, qui est membre des économistes atterrés. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne le connais pas personnellement. Un je grand connais sa ami. signature. Et les Picsou- autres hein? Picsou au milieu. Picsou, vous connaissez quand même. Non, je gagne du Et temps. Bernard pour ça. Tapie. Je gagne du temps. que vous- Bah, écoutez, vu l'état de nos finances et la nécessité de réduire nos déficits, il me faut Picsou. C'est un... Donc vous êtes Mickey, vous, c'est ça du coup dans l'histoire. Hein? Si vous nommez à l'économie Picsou, c'est que vous êtes Mickey? Non? En président? Oui, peut-être. Ministère suivant, la culture. Vous savez qui c'est? Oui, à droite, oui. Au milieu, c'est Maxime Le Forestier, Ah oui, bien sûr. l'auteur de La Maison Bleue. Non, aucun des trois, là. Vous aviez voulu renommer au tout début l'UMP, vous aviez voulu la nommer la Maison Bleue. Alors on s'était dit peut-être Oui, que ça je vous me souviens. plairait, Maxime Le Forestier, non? Vous voulez pas lui faire cet hommage? Allez, disons Maxime Le Forestier. On vous propose ensuite le... Ah, ça, je sais que je nomme pas, là. Ah, ça, je sais pas qui je nomme, mais là, hein. À gauche, Je vous c'est laisse quand même- deviner. c'est Chateaubriand. Ah si, j'adore Chateaubriand. Et à droite, Marco Il a Polo. été ministre des Affaires étrangères, comme vous le savez. Non, mais là, vous êtes en train de me piéger parce que j'ai dit que je voulais une équipe jeune et vous me mettez que des gens qui ont plusieurs siècles sur les épaules. Alors, ça va pas. Allez, Chateaubriand. Et l'écologie, pour finir. Duflo, Hulot ou Bardot? Oh, j'aime bien Nicolas Hulot. Oui, moi. C'est gentil. C'était notre invité juste avant vous, Ah, Martin bon, voilà. Dessec, donc. Et d'ailleurs, je lui ai piqué le titre de mon livre que vous citiez, Je ne mangerai plus de cerises à l'hiver. C'est lui qui un jour m'a dit ça. Et je lui ai demandé l'autorisation de l'utiliser. Donc voilà. Et là, il est très mobilisé parce que vous savez que cette année va être une année très, très environnementale avec la COP21 à Paris au mois de décembre prochain, qui va être un grand moment. Donc on vous a projeté au sommet de l'État pendant quelques minutes. Et juste avant ça, vous nous... Ce gouvernement ne tiendra pas la route longtemps. Ah. Hein, je préfère vous le dire. Donc il sera renouvelé assez vite. Et juste avant ça, vous nous rappeliez votre anecdote, donc l'anecdote de votre retour à Bordeaux, qui s'est fait donc
sur un coin de table avec votre famille. Est-ce que ça prouve au fond que votre parcours n'était pas si tracé que ça, qu'il s'est fallu en fait d'un certain hasard, que votre parcours n'est pas si tracé? Oh non, mon parcours n'est jamais tracé. Vous savez, moi, je me disais souvent dans ma vie politique que je ne savais pas très bien où je serais 2 ans plus tard. Hein. C'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, j'aime bien cette espèce d'incertitude permanente. C'est une forme de risque. La vie politique, c'est un parcours risqué. On est à tout moment sous la censure possible de ses électeurs. Vous avez l'un des CV politiques les plus remplis de votre génération. Oui, est-ce que quand on a un CV politique comme ça, est-ce qu'on peut justement revenir assez facilement au top? Pas revenir, j'y suis jamais allé au top. Au top du top. C'est pour ça que je veux y arriver. Mais vous êtes entré en... Non, pourquoi je suis candidat? C'est à la fois simple et compliqué. Moi, je ne me résigne pas à voir mon pays dans le marasme où il se trouve aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la situation économique. Vous m'avez demandé ce que je ferais pour, mais le diagnostic, il est connu. On est quand même dans une situation extrêmement difficile, d'abattement général, de découragement de tous ceux qui sont des acteurs de notre économie, des perspectives qui sont... pas du tout encourageante. L'INSEE vient de prévoir un accroissement régulier du chômage tout au long de l'année 2015. Donc on est dans une situation extrêmement difficile et qui ne se débloque pas. Et ça me fait mal au cœur parce que je crois que la France a tous les atouts pour rebondir, à commencer par sa ressource humaine, si je puis dire, sa créativité, sa jeunesse et son esprit d'entreprendre. Et je pense que je peux contribuer à ce rebond qui est absolument nécessaire pour redonner à notre pays sa place et aux Français un peu plus de confiance dans l'avenir. Voilà ce qui me motive. Et si on revient un petit peu au début, vous avez commencé en politique en 1978 en vous présentant aux élections 76. À Mont-de-Marsan. Ah, moi je croyais que c'était en 78. Non, en 76, c'est le déclic. C'est ma rencontre avec Chirac. Et alors ce déclic, pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé votre engagement en politique? Vous aviez pratiquement un peu plus que notre âge. Quels ont été les fondements de votre engagement dès le départ? Pourquoi vous? Pourquoi à ce moment-là? C'est un mélange d'envie, parce que j'ai toujours été intéressé par la vie politique, encore que je n'avais pas du tout milité avant de rencontrer Jacques Chirac en 1976. Je n'étais pas membre d'un parti, j'avais 30 ans effectivement, ou 31 ans. Je n'avais même pas milité dans des syndicats étudiants. Vous savez, en 68, j'étais à l'école normale, rue d'Ulm, et j'étais le seul non-marxiste de la rue d'Ulm, et même un peu plus autour. Donc je me sentais un peu isolé, je ne m'étais jamais engagé. Donc ça me démangeait. Pour moi, la référence, c'était le général de Gaulle. Je me sentais gaulliste, mais je ne l'avais jamais vu, jamais approché, et je n'avais jamais sauté le pas de l'engagement. Et puis, il y a le hasard qui vient rencontrer l'envie, et le hasard, c'est ma rencontre avec Jacques Chirac, que j'ai raconté déjà à plusieurs reprises, et à partir de là, voilà, je me suis lancé avec, vous avez raison, en 78, ma première expérience électorale dans une circonscription très socialiste des Landes. J'ai fait un score qui m'encourageait, et puis après, j'ai décroché parce que j'ai fait, enfin je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai fait l'expérience pour la première fois, vous voyez, assez vite, dès 79, de la trahison en politique. Ça n'a pas attendu. Mais donc vous êtes engagé en politique, après l'ENA justement, après avoir fait face à des gens qui étaient tous d'un bord un petit peu différent du vôtre, si bien que votre engagement politique s'est un petit peu structuré dans un espèce de pas d'un rejet, mais c'est structuré contre en fait la gauche. Une gauche qui était communiste. Non, pas contre la gauche, contre l'arrogance. Voilà, c'est ça que. L'arrogance communiste. L'arrogance de ceux qui pensaient détenir la vérité. J'ai souvent eu cette discussion avec des camarades de gauche qui me disaient mais pourquoi t'es pas à gauche? On ne comprend pas, vu tes origines, ton milieu social, ta formation, etc. Et je répondais toujours, moi, ce que je ne supporte pas chez les gens de gauche, c'est leur certitude de détenir la vérité et d'être du côté du bien, avec une droite qui est forcément du côté du mal. Cette arrogance m'a toujours dérangé, et c'est pour ça que j'ai essayé de démontrer le contraire, voilà, et de m'engager de l'autre côté. D'accord, vous êtes engagé de l'autre côté, mais aujourd'hui, il y a quand même eu un déplacement significatif. Ça a changé, ça a changé. À cette époque-là, si on n'était pas marxiste, c'est qu'on était un peu débile, hein, il faut bien le dire. Aujourd'hui, fort heureusement, les choses ont changé. Aujourd'hui, si on se place aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes de droite aujourd'hui, et quels sont les fondamentaux de la droite aujourd'hui? Parce qu'avec tous ces déplacements,
avec ces déplacements, droitisation un petit peu, centrisme au début, et puis après, aujourd'hui, avec les scores que fait le Front National, on peut penser qu'il y a une droitisation un peu plus extrême qui se fait. Quels sont pour vous les fondamentaux de la droite et pourquoi vous en faites partie ? D'abord, je pense que le clivage droite-gauche est quand même très flou. On parlait du général de Gaulle. Le général de Gaulle disait la France, c'est pas la droite, la France, c'est pas la gauche, la France, c'est le peuple de France. Donc, je pense que ces vieilles divisions se sont estompées ou compliquées. J'ai dit parfois qu'un jour ou l'autre, il faudrait couper les deux bouts de l'omelette. C'est-à-dire l'omelette politique. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas une très jolie image, je reconnais. D'un côté, l'extrême droite. Et de l'autre côté, le front de gauche, ou ce qui reste de marxistes ou d'anarchistes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre un social-démocrate et un social-libéral, la nuance est ténue. Cela dit, je pense qu'il y a encore, effectivement, une différence entre la droite et la gauche en matière d'économie. Qu'est-ce que c'est que le socialisme ? J'ai relu les discours de Jaurès, qui sont toujours cités par les socialistes. Chaque fois qu'un socialiste parle, il cite Jaurès. Bon, voilà. Ce qui prouve qu'il est encore d'une certaine actualité. Et Jaurès écrit noir sur blanc, le socialisme, c'est l'appropriation collective des moyens de production. Ben moi, j'y crois pas. Moi, je crois à l'entreprise privée, à l'économie de marché. Et je pense que c'est une première différence. Voilà. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Moi, je pense aussi que le système de protection sociale ne peut pas aller sans une responsabilisation des gens et qu'il faut éviter de tomber dans l'assistanat généralisé qui a des conséquences ingérables ensuite. Voilà. Donc là aussi, il y a une différence. Voilà, donc ces différences existent. Mais elles sont ténues, on l'aura bien compris. Peut-être parler un petit peu de la fonction présidentielle maintenant, parce que ces changements qu'on a au sein des partis se manifestent aussi au niveau de la fonction présidentielle. Oui. On voulait savoir, justement, donc, sur la fonction présidentielle, elle a été envisagée par De Gaulle dans la Ve République comme au-dessus de la mêlée, au-dessus du jeu des partis, au-dessus du gouvernement. 2007, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir. On assiste à un changement assez radical avec un hyper-président qui se déplace sur le terrain, qui propose des réformes immédiatement après des événements. Et puis, après ça, un président normal. Donc peut-être en réaction à l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. Comment vous vous situez par rapport à ces questions ? Quel genre de Pour président être président, d'abord, moi j'ai une conviction bien arrêtée, il ne faut pas être tout à fait normal. Sans ça, on n'y arrive pas. Vous êtes un peu exceptionnel. Non, mais je m'applique ça à moi-même. Hein. Donc, il faut être habité par une volonté un peu hors du commun. Il faut avoir envie. Hein. Voilà. Voilà, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Vous aviez envie à ce moment-là d'être président ? Hein, je ne sais pas ce que je lisais, mais je ne vois pas. Donc, la fonction présidentielle, ce n'est pas une fonction comme les autres. Et cette idée du président normal, elle a duré combien de temps ? Quelques jours. On s'est bien rendu compte très très rapidement. Vous vous souvenez, au début, le président normal, il prenait le train et pas l'avion. Ça a duré combien de temps ? Toutes ces manifestations sont un peu superficielles. Donc je pense que le président, il a une fonction éminente dans nos institutions. Alors est-ce que Sarkozy l'a plus présidentialisé que d'autres ? Ça se discute. Il faudrait regarder. C'est une question de tempérament, effectivement. Mitterrand était aussi très 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 présent sur le front de toutes les grandes décisions. Je pense que nos institutions sont suffisamment souples, précisément, pour vivre avec des présidents qui ont une approche un peu différente de la fonction présidentielle. Elles peuvent se satisfaire de présidents un peu au-dessus de la mêlée, qui donnent à leur Premier ministre une importance particulière. Elles peuvent fonctionner avec un président qui est davantage en première ligne, comme l'a été effectivement Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas partisan, moi, de la 6e République. Cette espèce de manie française qui consiste à dire il y a des problèmes, on va changer les institutions, j'y crois pas trop. Je crois que nos institutions, elles résistent au choc, on le voit encore aujourd'hui, et que leur philosophie générale correspond bien aux exigences du temps. Il y a sans doute des réformes à faire. Je pense notamment au nombre d'élus. On est tous à peu près d'accord pour dire que plus de 900 parlementaires dans le système institutionnel français, c'est pas raisonnable. Donc il faut supprimer le Sénat. Pardon ? Il faudrait supprimer une des deux chambres, par exemple ? Non, diminuer le nombre d'élus. Et puis peut-être faire évoluer le Sénat, effectivement. Oui. Ça, on en reparlera dans mes propositions. Vous voulez pas nous faire une petite annonce dans... Non, parce que tout est filmé, là. Vous voyez, alors... Mais vous nous le dites en secret. Si je dis quelque chose... Et donc, selon vous, la fonction présidentielle, elle a été un petit peu
traité de manière différente par les présidents. Oui, forcément. Nous, Oui. à l'ESSEC, on nous apprend qu'un manager doit avoir une certaine hauteur de vue sur les sujets. Pour bien gérer une crise dans une entreprise, un manager doit être un petit peu au-dessus de la mêlée. Voilà. Est-ce que pour vous, la fonction présidentielle doit toujours avoir cette hauteur de vue-là Bien sûr, bien sûr. Et franchement, on peut aimer tel ou tel président, on peut porter un jugement plus ou moins négatif sur les présidents qui se sont succédés. On n'arrive pas à la présidence de la République si on n'a pas une certaine hauteur de vue, une certaine ambition pour son pays, hein, quelle que soit la couleur politique. Donc je crois que cette espèce de stigmatisation aussi des hommes politiques doit être tout à fait relativisée. Hein. On a eu des présidents qui ont incarné la France de façon différente, mais qui l'ont tous incarné. Et on avait une question qui nous a un petit peu stimulé avec Aurélien, un espèce de débat entre nous. Les conseillers du président, les conseillers des ministres prennent une place de plus en plus importante. Enfin, en tout cas, ils sont de plus en plus visibles du fait des différents films qui ont pu être faits sur la fonction présidentielle et sur le pouvoir en général. Est-ce que, selon vous, et bien sûr, je sais que vous allez me répondre non, mais est-ce que le président est quand même un petit peu, est pas un petit peu la marionnette de ses conseillers, dans le sens où il ne peut jamais maîtriser tous les sujets et les conseillers sont forcément ultra présents Non, mais et le guident il y énormément. a des éléments de réponse à votre question. La marionnette de ses conseillers, non, je ne crois pas. J'ai vu fonctionner plusieurs présidents de la République. J'ai travaillé assez étroitement avec François Mitterrand, puisque j'étais son ministre des Affaires étrangères. J'ai travaillé beaucoup avec Jacques Chirac. J'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy. On ne peut pas dire d'aucun de ces trois présidents, qui pourtant ont des personnalités tout à fait différentes, qu'ils étaient la marionnette de leur service. Par ailleurs, vous l'avez dit vous-même, un président ne peut pas tout savoir. Donc il est normal qu'il ait une équipe autour de lui. Ce qui est moins normal, c'est l'empilement des conseillers dans notre système politico-administratif. Quelqu'un me faisait remarquer l'autre jour que pour obtenir une décision, par exemple, dans le domaine de la culture, il faut avoir l'accord du conseiller culture du président de la République, du conseiller culture du Premier ministre, du conseiller culture du ministre de la Culture, et puis du directeur compétent du ministère de la Culture. Ça, c'est une hiérarchie qui est extraordinairement pesante et qui déresponsabilise. Moi, je pense qu'il faudra introduire non pas un système de dépouille, mais faire en sorte que dans un certain nombre de ministères clés et de postes clés, les ministres puissent travailler directement avec leur directeur d'administration centrale et qu'ils ne soient pas obligés de nommer dans leur cabinet des jeunes gens qui surveillent le directeur en qui ils n'ont pas confiance. Donc ça, il faut si on n'a pas supprimer des confiance, postes, pardon. il faut supprimer des postes de ce millefeuille un petit peu ministériel. Oui, on peut supprimer des postes dans les cabinets ministériels, personne ne pleurera, hein, je ne pense pas. D'autant que la grande majorité, et c'est peut-être une des faiblesses de notre système aussi, ce sont tout simplement des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine. Donc je pense qu'il faut que, si un ministre n'a pas confiance dans un directeur important, stratégique de son ministère, il doit pouvoir le remplacer. Et s'il a confiance en lui, il n'a pas besoin de le doubler par un conseiller dans son cabinet. Je crois que là, il y a un élément de simplification et d'efficacité, de raccourcissement aussi du processus de décision qui est très important. Vous avez dit qu'être président de la République, pour vous, c'était une envie, c'est ça ? Si j'avais pas envie, d'abord, je ne convaincrais pas. Vous savez, on passe son temps à me demander est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Vous ne m'avez pas encore posé la question. Mais elle est assez nouvelle, cette envie. Hein ? L'envie ? Oui. Est-ce que vous aviez envie d'être président de la République en commençant en politique ? Comment vous savez qu'elle est nouvelle ? On n'a peut-être pas assez creusé sur ce terrain-là, mais vous êtes assez secret aussi. Oui, vous l'avez gardé pour vous. Non, mais écoutez, moi je vous ai dit pourquoi j'ai fait de la politique, j'y ai consacré ma vie. Quand je suis rentré à l'inspection des finances, pendant 4 ans, j'ai fait mon métier d'inspecteur des finances, j'ai fait la tournée, j'ai vérifié des perceptions, des hôpitaux, des offices d'HLM, etc., etc. Et ma vocation, c'était d'entrer dans une grande direction du ministère des Finances, le budget ou le trésor, et ensuite de faire une carrière financière. C'était ça mon chemin tout tracé. Puis à un moment, j'ai bifurqué, je me suis mis à faire de la politique. Tout simplement parce que c'est ma passion, parce que la chose publique, pour utiliser un mot très, très inclusif et très, très, très englobant, la chose publique me passionne. Voilà, peut-être parce que je ne viens pas d'un milieu où on a vécu dans le bain de l'entreprise privée, c'est possible, mais c'est ça qui m'a motivé. Alors vous dire que j'ai envie de... Quand j'étais, je ne sais plus qui me l'a fait dire un jour dans une interview, quand j'étais enfant, comme j'étais très pieux et que j'étais un enfant de cœur très, très militant et très assidu, je voulais être pape. Vous voyez, donc ça ne va pas durer longtemps. Vous visez haut à chaque fois. Voilà. Hein ? Vous visez haut à chaque fois quand même. Bah oui, c'est vrai, on ne se change pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans chaque homme ou femme politique, il y a cette envie d'aller au top du top, comme on disait tout à l'heure ? Oui, bien sûr, mais c'est normal, parce que quand je disais qu'il ne faut pas être tout à fait normal quand on est un homme politique, c'est pareil pour un grand chef d'entreprise.
Chaque fois qu'on veut exercer du pouvoir, prendre des responsabilités, manager des hommes, c'est qu'on est habité par l'envie de le faire et qu'on a le sentiment de pouvoir apporter quelque chose. Et alors on stigmatise les hommes politiques en disant qu'ils ont de l'ambition. Heureusement qu'ils ont de l'ambition, parce que d'une certaine manière, ils croient en un certain nombre de choses et ils croient en eux-mêmes. Ils croient qu'ils peuvent apporter quelque chose. Quelqu'un qui se lance pour être maire d'une ville, il pense qu'il peut apporter quelque chose à sa ville. C'est pas uniquement d'une ambition gratuite ou subalterne, c'est aussi un sentiment noble, exactement comme le sentiment de quelqu'un qui crée sa boîte et qui veut réussir dans sa boîte. Alors, Michel Rocard, qui est un de vos très bons amis, a souligné récemment dans une tribune, en décembre dernier, une tribune du Monde, qu'il y avait une accélération folle de la temporalité politique et un appauvrissement en même temps, au même niveau, de l'information. Et selon lui, tout cela, ça constitue finalement un espèce de suicide de civilisation. Alors le métier d'homme politique, depuis que vous êtes arrivé, a très certainement changé. L'homme politique doit désormais, beaucoup plus qu'avant, il y a des caméras partout, être un bon communicant, savoir bien s'exprimer, faire preuve d'une réactivité à toute épreuve, même être présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'est pour le meilleur ou pour le pire, ces changements qui adviennent ? Les deux, mon général. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est comme ça. Et on n'y change rien. Je ne dirais pas que la nécessité de communiquer est nouvelle. Il a toujours fallu communiquer. Tous les dirigeants d'entreprises comme les dirigeants politiques ont toujours eu cette nécessité de communiquer, c'est-à-dire de faire passer leurs idées, de convaincre et d'entraîner. Simplement, ce qui a changé, ce sont les modes de communication, et avec un élément aujourd'hui qui est une contrainte terrible, qui est l'instantanéité. La nécessité de se surveiller en permanence, parce que si on se cure les oreilles, ça fait tout de suite une photo sur Facebook, parce que si on dit une connerie, c'est immédiatement répercuté sur l'ensemble du net, etc. etc. Et surtout, moi je ne peux pas mettre un pied dehors à Bordeaux sur le trottoir sans avoir trois caméras de télévision et 2 micros qui me disent « Qu'est-ce que vous pensez de la dernière déclaration de monsieur machin ?» Donc on est toujours sous cette pression de devoir réagir dans l'instant à l'événement. Et c'est comme ça qu'on dit des bourdes. Moi, je revendique le droit à la réflexion. Et très souvent, il m'est arrivé de le constater dans ma propre expérience personnelle, si je réagis brutalement sur une chose, eh bien je ne réagis pas de la même façon le lendemain matin, parce que tout simplement, c'est un vieux proverbe, mais la sagesse des nations s'exprime dans les proverbes, la nuit porte conseil. Et il faut de temps en temps prendre du recul par rapport à l'événement, réfléchir, peut-être modérer sa réaction immédiate pour avoir une position plus équilibrée. Or ça, c'est très difficile dans le monde où nous vivons, avec la pression constante des chaînes d'information en continu. Je ne veux pas avoir à paraître trop sévère par rapport à tout ça, parce que je suis présent sur mon blog, sur Twitter, etc., sur mon compte Facebook. Donc j'y suis totalement engagé, c'est nécessaire. Mais il faut quand même savoir maîtriser ces outils. Quand vous voyez que les chaînes de télévision en continu participent à la résolution, enfin, à la délivrance des otages, enfin, ou à l'action dans le supermarché Cachère, là, en direct, et reproduisent même sur les chaînes de radio, de télévision, le message d'un des otages, enfin, il n'était pas otage, d'une des personnes qui est réfugiée dans un local au risque de mettre sa vie en danger. Vous dites qu'on est dans un système extrêmement difficile à gérer, extrêmement difficile à maîtriser. Moi, je crois que toute technologie est porteuse de progrès, bien sûr, à condition de la maîtriser, et en particulier les technologies de la communication actuelle. Mais tous ces outils-là, ils permettent aussi d'avoir une démocratie d'autant plus directe qu'avant, parce qu'aujourd'hui, avec l'usage des réseaux sociaux, chacun devient un petit peu force de proposition, alors de manière plus ou moins organisée, comme vous l'avez souligné. Est-ce que, selon vous, on parlait tout à l'heure de la Ve République, la Ve République est adaptée à ce genre de changement, ou est-ce qu'elle devrait être remise en question par cette démocratie de plus en plus directe et ces citoyens qui veulent s'exprimer Vous avez raison, c'est pas que la Ve République. C'est une question qui se pose à tous les régimes représentatifs. Aujourd'hui, quel est le point d'équilibre entre la démocratie représentative, qui consiste à élire périodiquement des responsables à qui on délègue le pouvoir de diriger leur ville ou de diriger leur pays, et puis la démocratie qu'on a du mal à caractériser. Certains l'appellent participative, d'autres l'appellent, moi je l'appelle parfois continue ou quotidienne, qui fait que les gens ne se satisfont pas de donner un mandat pour une période donnée, mais qu'ils veulent participer en continu à l'élaboration des décisions. Ce besoin, il existe. On le gère assez facilement dans une ville.
Dans une ville, on a des conseils de quartier, des ateliers de travail, on concerte en permanence avec la population avant de prendre toute décision, et au total, ça donne plutôt de bons résultats, parce que les décisions sont plus mûries et plus faciles à faire accepter. C'est plus difficile à organiser au niveau d'un pays, bien entendu. Alors, de ce point de vue-là, les réseaux sociaux peuvent y servir, et moi je l'utilise. J'ai été l'un des tout premiers hommes politiques à créer un blog. J'ai commencé en 2004. Lorsque j'étais au Canada en particulier, et à l'époque je faisais des blogs pratiquement tous les jours, et c'était un moyen de communication tout à fait extraordinaire. Je suis arrivé à avoir des débats sur mon blog, en particulier sur les questions d'éducation, tout à fait passionnants, et je continue, donc vraiment c'est extrêmement utile. Mais vous savez aussi qu'en même temps c'est souvent trash, ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Il faut arriver à contrôler et voilà. Et oui, il faut faire l'équilibre entre les deux. Donc selon vous, ça s'incarnera plutôt dans la ville, ce genre de... Ça s'incarne essentiellement dans la ville, finalement. Enfin, c'est au niveau local qu'on peut arriver à avoir cette participation. Je dis que c'est plus facile à faire au niveau local, et je pense que tous les maires le font. C'est aujourd'hui notre façon de fonctionner. Je dis que c'est plus difficile à faire émerger. Comment on organise un débat au niveau national sur un certain nombre de sujets de fond. On veut faire s'exprimer une grande partie de la population. Les Suisses sont une réponse. C'est la votation populaire. Ils votent tous les dimanches. Et puis c'est un peuple formidable. Dans un référendum, les Suisses, ils sont capables de refuser la 5e semaine de congé payé, par exemple. C'est un peuple particulier. Pas sûr qu'en France, ça donnerait les mêmes résultats. Mais vis-à-vis de cette accélération de la vie politique, est-ce que vous ne pensez pas que la campagne pour 2017 et l'échéance 2017 est déjà trop présente dans les esprits? Et ce sera d'ailleurs notre dernière question, après on passera aux questions du public. Sans doute, mais bon... Pardon de relativiser. Vous croyez que les campagnes électorales durent moins longtemps aux États-Unis? Les primaires sont quasiment engagées. Le territoire est plus grand. Certes. Les moyens de communication plus rapides. Tout se fait en avion là-bas. Nous, les campagnes électorales, on les fait en train, à bicyclette. Mais il y a un électorat en particulier. Vous ne pouvez pas comparer l'électorat. Non, je ne compare pas les pays, mais vous ne pouvez pas non plus nier que la durée d'une campagne électorale, même quelle que soit l'étendue du pays, aux États-Unis est encore plus longue que chez nous. Les primaires, ce n'est pas un dimanche aux États-Unis, c'est une année. Donc voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons. La pression médiatique est telle qu'à peine un président est-il élu, que déjà on se pose la question de savoir s'il sera un nouveau candidat, s'il sera élu, réélu, quelles seront ses chances. On n'échappe pas à cette espèce de questionnement permanent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va passer aux questions de la salle. Simplement, avant de poser votre question, vous vous levez, vous présentez en une phrase et vous posez, si possible, une question concise. Merci beaucoup. Bonsoir, ici. Donc, en une phrase, je m'appelle Corentin Boniface, je suis étudiant à l'ESSEC. Tout à l'heure, il y avait des unes de journaux et il y en avait une de Libération qui titrait Juppé, la tentation à gauche, quelque chose comme ça. Comment vous expliquez votre popularité à gauche par rapport à d'autres hommes politiques comme Nicolas Sarkozy ou Jean-François Copé, par exemple? Et si on se projette un peu plus loin, dans le cas probable où vous vous retrouvez face à Madame Le Pen au 2e tour, comment vous ferez en sorte que les gens de gauche aillent voter pour vous en étant convaincus et pas juste pour contrer le FN comme ça s'est fait en 2002. Merci. Bon, sur la première question, pourquoi est-ce que je suis plus populaire à gauche que Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy? Je crois que la réponse est simple. C'est parce que je ne suis pas Jean-François Copé et que je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Que je suis Alain Juppé, voilà. Je suis comme je suis, que je défends mes idées à ma manière et que j'ai la personnalité qui est la mienne. Je ne dis pas qu'elle est supérieure aux autres, elle est différente, c'est tout. Bon, pour être plus précis, mon positionnement politique est peut-être pas tout à fait le même que le leur. Sur le deuxième point, moi je suis, on ne me croirait sans doute pas, mais enfin, je ne suis pas calculateur à ce point. Moi j'ai des idées, j'essaie de savoir ce qui est bon pour mon pays. J'y travaille aujourd'hui, je vais passer une grande partie de mon année 2015 à aller sur le terrain, pas pour faire des meetings, pour faire des tables rondes, avec des chefs d'entreprise, avec des médecins, avec des profs, avec des paysans. Le monde rural aujourd'hui en France est en plein désarroi. Voilà ce que je vais essayer de faire. Et puis petit à petit, je vais faire émerger mes propositions et mon projet. Et puis c'est ça que je présenterai aux Français. Et alors les électeurs, si jamais la configuration était ce que vous dites, à savoir la candidate du Front National et moi, eh bien ce sera aux électeurs de juger sur le fond. C'est tout. J'espère qu'ils le feront sur des propositions et sur des projets.
Bonsoir, Hubert Fauché, professeur ici à l'ESSEC, département marketing. Merci Monsieur Juppé pour l'honneur que vous nous faites et d'être venu à notre rencontre. Je voudrais vous interroger sur je perds le terme, ça va revenir. En réalité, je crois sur la démocratie. Je crois à la démocratie au niveau du village. J'ai beaucoup plus de mal à y croire au niveau national ou supranational. J'évoquerai deux raisons en forçant le trait. La première, c'est que je crois que j'ai un peu l'impression que les qualités requises pour briguer un mandat électif ne sont pas du tout les mêmes que celles requises pour effectivement remplir les promesses que l'on a faites. Et deuxièmement, j'ai l'impression, encore une fois en forçant le trait, que lorsqu'on est en place, on pourrait penser qu'on a de cesse que de finalement briguer un deuxième mandat. Je sais que ce n'est pas votre cas, en tout cas vous vous êtes expliqué sur cette question-là, que vous ne brigueriez qu'un seul mandat. Donc une double question. Quel est votre point de vue sur cette question de la démocratie et quelles seraient, à votre avis, les décisions structurelles qui permettraient de restaurer une démocratie beaucoup plus participative? Merci. Et sur la démocratie, je vous ferai une réponse bien connue. Je crois que c'est Churchill qui le disait, mais je ne suis pas sûr de ma citation. C'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Quoi d'autre à la place? Qu'est-ce qu'on a inventé d'autre que de demander à un peuple de voter pour choisir les dirigeants qu'il veut se donner? Je ne connais pas d'autre réponse à cette question. Par ailleurs, quand vous dites les qualités pour être élu ne sont pas les mêmes que pour diriger, peut-être, il y a quand même des exemples de responsables politiques qui sont élus, qui tiennent leurs promesses et qui réussissent. Ça existe. Ça existe. Donc ce n'est pas une fatalité. Je ne vais pas citer des cas en France ou ailleurs, mais il ne faut pas être à ce point pessimiste de considérer qu'un homme politique forcément raconte des sornettes pendant sa campagne pour être élu et ensuite fait le contraire de ce qu'il a annoncé. Quant à l'idée de développer les méthodes de démocratie participative pour mieux associer les citoyens tout au long d'un mandat politique à la prise de décision, c'est la question que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas simple. Alors, il y a différentes techniques. Il y a le référendum, qui, pour un gaulliste, est une réponse à cette question. On voit malheureusement qu'il est souvent, dans la pratique française, détourné de son objet. Très souvent, les Français ne répondent pas à la question qui est posée. Et ils profitent du référendum pour manifester leur mécontentement, soit sur la situation générale, soit sur tel point particulier. Cela dit, il ne faut pas se priver de cet instrument. Et il y a peut-être certaines des réformes qui seront nécessaires à partir de 2017, qui nécessiteront, pour provoquer l'adhésion populaire nécessaire, de passer par un référendum. Et puis, ça peut être d'autres techniques plus directes ou par les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, où on peut organiser des plateformes collaboratives, des lieux d'expression et de débat qui peuvent nourrir cette démocratie au quotidien. On va aussi fleurir, alors je ne sais pas si c'est un progrès de la démocratie, les autorités indépendantes, qui peuvent rassurer les électeurs et leur montrer que certaines décisions ne seront pas prises en fonction d'arrière-pensée politique ou électorale, mais par des autorités détachées de cette contrainte de se faire réélire. C'est aussi une technique possible, sous une réserve, c'est que ces autorités indépendantes, elles aient quand même une légitimité, qu'elles rendent compte. Parce que quoi qu'on en dise, les hommes politiques, ils rendent compte, ne serait-ce que par la réélection. Voilà un peu, si vous voulez, quelques réflexions sur cette question où je n'ai pas la prétention d'avoir le remède miracle, parce que c'est vraiment un des défis qui nous est lancé aujourd'hui. Comment éviter ce désamour de la démocratie représentative, qui est une impasse, parce que je ne vois pas par quoi on la remplace. D'autres questions ? Oui. Bonjour, donc Léo, je suis étudiant à Centrale. Je voudrais vous interpeller sur une question. Je vous entends pas très bien. Oui, je parlais comme ça. J'ai une question en fait qui généralement divise beaucoup la gauche de la droite, et vu que je me trouve assez neutre, j'aimerais vous entendre dessus. C'est la question du temps de travail en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des délocalisations qui sont assez spectaculaires et quand on les met en corrélation avec le chômage. Or, il semblerait qu'elles ne soient pas majoritaires dans le problème des pertes d'emploi, que ce soit beaucoup plus les gains de productivité colossaux sur ces dernières années qui en soient responsables. Or, ce
quelque chose qui me paraît quand même souhaitable, les gains de productivité, c'est-à-dire produire plus pour la même quantité de travail. Et comment concilier ça avec ce qu'on entend souvent à droite, qui est qu'il faut travailler plus? N'y a-t-il pas une contradiction en fait? Je ne pense pas. La productivité de la main-d'œuvre française est bonne. Elle est même excellente et elle a été accrue du fait qu'il a fallu s'adapter aux 35 heures. D'une certaine manière, vous avez raison. Dans beaucoup de boîtes, la réponse a été de demander aux salariés d'améliorer leur performance, de produire plus dans un temps de travail moindre, c'est-à-dire d'augmenter leur productivité. Les progrès de productivité, ils ont une limite. Alors, ils peuvent être soutenus, bien sûr, par l'innovation technologique, et Dieu sait si elle est aujourd'hui exponentielle. Mais enfin, il y a des limites. Et quand on compare la durée du travail dans l'année et dans la vie, on se rend compte que les Français travaillent moins, non pas que les Chinois. Il ne s'agit pas de vouloir s'aligner sur l'horaire de travail des Chinois ou de je ne sais quel autre peuple émergent, mais de nos concurrents européens. Et donc, je pense qu'il faut remettre de la souplesse dans ce domaine et laisser les entreprises déterminer en fonction de leurs conditions spécifiques, de leur plan de charge, de leur productivité, la durée du travail. D'autant que la relation au travail va évoluer. Que cette façon que nous avons de dire, voilà, c'est 35 heures, on badge le matin, on badge le soir, ça va changer complètement. Le télétravail se développe considérablement, y compris dans l'administration, même dans une collectivité comme la mienne, on est en train de le développer de façon très importante. Il va y avoir aussi une gestion du temps de travail qui sera tout à fait différente de ce qu'elle est aujourd'hui, notamment chez vous, chez les jeunes, qui parfois auront une multi-activité qui ne permettra pas de se caler sur une durée aussi figée que les 35 heures du matin au soir dans une même entreprise. Voilà pourquoi je crois qu'il faut mettre de la liberté dans tout ça et que ce n'est pas du tout contradictoire avec la recherche de productivité. Donc vous restez solidaire du travailler plus pour gagner plus finalement, de Nicolas Sarkozy? Oui, d'une certaine manière, ça me paraît une bonne idée. Je vais prendre un exemple qui est... C'est pas travailler plus, c'est travailler autrement. Nos enseignants sont mal payés en France. Et aujourd'hui, ils sont mal dans leur peau. Il y a une vraie crise de la fonction enseignante dans notre pays. Et c'est l'exemple même du travailler moins, d'une certaine manière, pour gagner moins. Aujourd'hui, le statut social des enseignants s'est considérablement dégradé par rapport à ce qu'il était, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans. Quand j'étais au lycée, c'était il y a plus longtemps encore, un prof agrégé de lycée, c'était quelqu'un dans sa ville, dans une petite ville. Je ne parle pas des hussards noirs de la République, qui étaient des notables. Aujourd'hui, les profs français du secondaire, ils sont payés 2 fois moins que les profs allemands. Alors voilà, on peut se dire qu'on a un temps de travail qui est ce qu'il est, mais qu'on gagne moins. Et ça n'est pas la seule origine de la crise, mais c'est quand même une prolétarisation de cette fonction enseignante qui contribue au malaise plus général. Et donc, il faut dire aux professeurs, il faut vous payer mieux. Et c'est un sujet explosif. Comme ça va être repris dès demain matin, je m'attends à des explosions. Mais ça pose le problème de la présence des enseignants dans leurs établissements. Je reconnais qu'un enseignant de collège ou de lycée, il travaille beaucoup chez lui. Évidemment, pour préparer ses cours, pour corriger ses copies. Mais peut-être pourrait-on lui dire, si vous êtes plus présent dans l'établissement, eh bien, on en tiendra compte dans votre rémunération. Voilà, je pense, cette logique du travailler autrement pour gagner plus. Bonsoir, Emmanuel Boulan, première année. Ma question est assez simple. Si dimanche prochain, Syriza gagne les élections en Grèce, qu'est-ce qu'on fait ? On respecte le choix du peuple grec. Voilà. Les Grecs sont un peuple souverain, ils choisissent qui ils veulent. Et après, on regarde ce que fait ce gouvernement. On a beaucoup dit qu'ils voulaient sortir de l'euro. Bon. J'observe les dernières déclarations, c'est pas exactement ça. On reste dans l'euro et on renégocie les conditions qui nous ont été faites pour rester dans l'euro. Voilà, on négociera. Puis-je souligner le fait que la France a renégocié ses conditions de participation à l'euro. Quand nous avons obtenu des délais pour nous mettre dans les clous du pacte de solidarité sur les déficits, nous avons bien renégocié. Donc voilà, on verra à l'usage. Moi, je souhaite que la Grèce reste dans l'Union européenne, ça va de soi, et à des conditions à déterminer dans l'euro aussi. C'est pas moi qui distribue la parole. Le micro est là-bas. Bonsoir, Maxime Renaud, étudiant Centrale Paris ESSEC. Comme on l'a dit, vous avez un CV politique exceptionnel sur lequel il manque encore une dernière ligne.
Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'émergence d'un parti comme Nous Citoyens, fondé par Denis Père et Jean-Marie Cavada, qui est actuellement président, et qui contient de nombreux acteurs de la société civile, comme il le mentionne souvent. Et donc ma question est très simple. Doit-on être un professionnel de la politique pour faire de la politique ? Alors sur l'émergence de nouveaux partis, moi je pense que c'est un signe de santé de la démocratie. Le pluralisme est toujours une bonne chose, le pluralisme de la presse, le pluralisme des partis politiques, et je ne vois que des avantages à ce que des hommes et des femmes s'engagent dans la vie politique, au besoin en créant un parti. On dit tellement que la politique n'intéresse plus et que les Français s'en détournent, que c'est une contre-épreuve, si je puis dire, de voir des gens s'engager en créant un parti. La deuxième partie de votre question, c'est est-ce qu'il faut être un professionnel de la politique pour faire de la politique ? J'ai envie de vous répondre oui. C'est ce que je réponds habituellement. Alors je sais que ça va vous choquer, mais je réponds oui quand même. On ne s'improvise pas homme politique. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on a essayé de propulser quelqu'un qui est totalement novice en politique, qui a réussi ailleurs, un grand chef d'entreprise, dans une fonction politique sans véritable préparation préalable, ça a rarement marché. Peut-être que Christine Lagarde est la seule exception à cette règle que je pose. Donc il y a un apprentissage. Il faut faire des réunions sur le terrain, il faut se faire élire une première fois, il faut se faire battre, il faut comprendre pourquoi les gens réagissent de telle ou telle manière, il faut avoir une certaine approche du dialogue politique, de la réalité, et ça ne s'improvise pas comme ça, de but en blanc. Donc je pense que d'une certaine manière, oui, l'expérience politique, je ne sais pas s'il faut appeler ça un métier, mais l'expérience politique est nécessaire, et contrairement à ce qu'on dit, c'est le cas dans tous les pays. Obama, il n'est pas sorti comme ça, par hasard, tout d'un coup, de je ne sais où. Il était déjà gouverneur ou sénateur, je ne me souviens plus. Il avait déjà une expérience politique. Madame Merkel, elle a une longue expérience politique, et on pourrait multiplier les exemples. Dernier point sur cette question, ce n'est pas exactement celle que vous m'avez posée, mais elle me tient à cœur. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut dissuader des gens qui ne sont pas du monde politique de s'engager en politique ? Non. Je souhaiterais, moi, qu'il y ait beaucoup plus de gens venant dans l'entreprise, dans la politique. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas ? Je connais la réponse et j'essaye de travailler sur cette question depuis bien longtemps. On nous dit qu'il y a plus de fonctionnaires en politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un filet de sécurité. Ils perdent une élection, ça arrive souvent, et donc ils se récupèrent dans leur administration d'origine. Un chef d'entreprise ou un cadre d'entreprise s'y perd, il se trouve en caleçon, il n'est pas repris. Et j'ai souvent dit, il y a deux façons de traiter ce problème. La première, c'est d'interdire aux fonctionnaires de reprendre leur activité dans leur administration d'origine. C'est ce que propose Bruno Le Maire. Pourquoi pas ? Bon, ça clarifiera la situation, je ne suis pas contre. Mais je suis persuadé que ce n'est pas ça qui fera entrer un chef d'entreprise ou un cadre d'entreprise supplémentaire dans la vie politique. Pas un. Bon. J'ai dit il y a très longtemps aux organisations patronales, montez un filet de sécurité. Si vous voulez vraiment qu'il y ait des gens qui aient la culture d'entreprise, qui se lancent en politique, et c'est utile, c'est même nécessaire, eh bien aidez-les à le faire et offrez-leur d'une manière ou d'une autre, sur une base interprofessionnelle, le même filet de sécurité. Je n'y suis jamais arrivé. Et les organisations patronales m'ont toujours dit c'est pas notre job, on va pas faire ça. Il ne s'agit pas de garantir à quelqu'un qui va reprendre exactement la même direction générale que celle qu'il a quittée, mais de lui dire par solidarité interprofessionnelle on vous aidera. Et ça porte sur combien ? Sur 30 ou 40 personnes pour les faire entrer au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Moi je vous lance un appel, essayez de convaincre les uns et les autres qu'effectivement la régénération de la vie politique serait très utile. On va prendre une dernière question. Bonsoir, Karim Ziabat, donc étudiant en licence de droit. Alors ma question, je souhaiterais revenir sur l'introduction. Donc on a mis une introduction assez flatteuse d'ailleurs, et on a mis. Ici pour rien. Oui, vous n'avez rien trouvé à redire tout de même. Donc, je ne veux pas m'auto-flageller. Je vous rappelle quand même qu'on a énuméré mes faiblesses assez longuement. Je vais y revenir justement à vos faiblesses. Donc vous avez parlé de la création du RPR et de votre consensus notamment sur l'immigration. Quand je fais lien entre ces deux choses, je pense aux États généraux du RPR en 1990. Vous avez fait sortir 4 préceptes de ces États généraux dont vous avez été le principal signataire. La fermeture des frontières, l'arrêt de l'immigration, la réservation de certaines prestations sociales aux nationaux et l'incompatibilité de l'islam avec la loi de la République. Aujourd'hui, quel est votre avis sur ces différentes thématiques ? Eh bien, ce n'est pas le même. Et c'était curieux qu'on reproche aujourd'hui, en 2015, on nous dit que les hommes politiques doivent vivre avec leur temps. Mais alors, parfois, ce sont nos contradicteurs qui vivent avec leur passé. On n'est pas en 1990.
Cette façon dont on nous ressort aujourd'hui, en 2015, des textes qu'on a publiés en 90 m'étonne beaucoup. Actualisons un peu nos critiques et nos arguments. Aujourd'hui, ma position sur l'immigration, je l'ai définie dans des paroles et des actes de manière assez claire. L'immigration illégale est un fléau insupportable. C'est une traite des êtres humains, on le voit aujourd'hui à travers la Méditerranée, qui est insupportable pour ceux qui en sont victimes et qui est insupportable pour les pays vers lesquels cette immigration illégale se dirige parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir. Vous parlez de mes relations et de mon amitié avec Michel Rocard, c'est quand même lui qui a dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle en prend déjà sa part ». Donc il faut un contrôle de l'immigration illégale pour la réduire, et ça se passe au niveau européen. Moi, je suis contre la sortie de Schengen, ça n'a pas de sens parce que c'est la fin de la libre circulation entre les pays européens. En revanche, je suis pour une activation réelle du contrôle aux frontières de la zone Schengen qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'argent, et la façon dont Frontex Frontex est l'agence qui est censée contrôler les frontières externes de l'espace Schengen, ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur l'immigration économique, il faut l'adapter à la situation de chacune des économies de la zone européenne. Les Allemands ont besoin d'importer de la main-d'œuvre. Ils ont un déficit démographique de 100 000 habitants par an. La France n'en a pas besoin, sauf exception sur tel ou tel secteur. Elle a une croissance démographique de 100 000 habitants par an. Et donc, il faut s'inspirer du système canadien qui consiste à faire voter par les parlements nationaux des quotas d'immigration économique. Voilà, cette année, on a besoin d'accueillir, ou on peut accueillir, telle catégorie de personnes venant de l'étranger avec telle qualification ou telle formation. Troisièmement, il y a l'asile. L'asile politique. C'est une tradition de la France que d'accueillir sur son sol des gens qui sont persécutés dans le pays auquel ils vivent et dont la vie est même mise en danger. Cet asile politique, aujourd'hui, il est détourné de sa finalité. Il est fraudé. Je vois un air d'incertitude sur votre regard, parce que je vous regarde. Comment m'expliquez-vous à ce moment-là qu'au terme d'une procédure de 2 ans, qui a mobilisé un tribunal en première instance, puis un tribunal en deuxième instance, 80% des demandes soient déboutées? Ça veut dire que 90% des demandes ne sont pas justifiées. Et ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui décide. Ce sont des tribunaux indépendants, parce qu'en réalité, c'est une façon de tourner l'immigration économique. Il y a même des listes de pays qui sont des pays non dangereux, dont les ressortissants ne peuvent pas se prévaloir de la demande d'asile. Donc il faut modifier les règles de l'asile et en particulier réduire drastiquement les délais d'instruction. Quand on garde quelqu'un sur le territoire national pendant 2 ans en attendant de lui dire « vous ne pouvez pas bénéficier du droit d'asile », il est évident qu'il s'installe et qu'au bout de 2 ans, on ne peut pas le faire partir. Et enfin, ma 4e position sur la gestion de l'immigration, c'est quand il y a des décisions d'obligation de quitter le territoire, il faut les faire appliquer. Et là, on a beaucoup de mal à le faire. Il faut avoir beaucoup plus de détermination politique pour le faire. On m'objectera que ce n'était pas mieux avant 2012. Bon, on peut en discuter à l'infini, mais il faut une véritable volonté politique. Voilà ma position sur l'immigration. Donc ça veut dire que l'immigration zéro, ça n'a pas de sens, naturellement. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Et que le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux, comme l'asile, pour ceux qui en ressortissent, si je puis dire, doit être respecté par la France. Sur le droit d'asile, vous pensez qu'il faut une adaptabilité par rapport aux crises géopolitiques qu'il peut y avoir? Je pense par exemple à la Syrie. Le droit d'asile, je le répète, c'est accueillir sur notre sol des hommes ou des femmes dont la vie est mise en danger du fait de leurs idées dans le pays d'origine. Donc c'est évidemment quelque chose qui évolue avec le temps. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, je ne vais pas prendre d'exemples trop précis, mais des pays qui se sont démocratisés. Et donc, on ne persécute plus les gens pour leurs idées politiques. Et donc, ils sont sur une liste de pays à qui on n'accorde pas le droit, aux ressortissants desquels on n'accorde pas le droit d'asile. Ça a un nom qui m'échappe pour l'instant. En revanche, il y a des pays qui sont en crise, l'Érythrée, par exemple, aujourd'hui, ou d'autres pays, où à l'évidence, des gens... Pardon ? La Syrie, par exemple ? Évidemment que la Syrie, aujourd'hui, est un des pays dans lesquels les gens prennent des risques majeurs pour leur vie et que le droit d'asile, à ce moment-là, doit fonctionner. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir interrogé sur des tas de sujets et merci de m'avoir écouté. On se retrouve tous au cocktail qui a lieu en cafétéria et puis peut-être après au Foyce si vous voulez déguster une de nos bières.